Bonjour à tous, donc je suis Mathilde Pavageau-Mancheron de l'ADEME, du service transport et mobilité. Et bienvenue à nouveau pour ce 6e webinaire du programme À Vélo 2, en compagnie bien sûr du CEREMA, sur l'offre de location longue durée et également l'aide à l'achat de services qui ont toute leur place pour développer les systèmes vélos sur vos territoires. Le programme est assez chargé, du coup je passe tout de suite la parole à Flavien Lopez du CEREMA et je vous souhaite à tous un bon webinaire. Eh bien, bonjour à tous, on est très content de vous retrouver pour un nouveau webinaire, cette fois-ci consacré plutôt au service de location de vélo et d'aide à l'achat. Euh, une fois n'est pas coutume, ce qu'on vous propose, c'est un petit temps où on va vous faire vous exprimer sur vos questions et vos attentes par rapport à la journée. On va un peu inverser la conférence, si on peut dire. On va commencer par vous demander ce que vous attendez comme sujet traité. Et puis après, eh bien, on donnera la parole à nos intervenants dans deux temps successifs, le premier sur la location et le second sur l'aide à l'achat. Ça permettra d'aiguiller un peu nos intervenants sur les questions que vous pourrez leur poser par la suite. Alors pour faire ce travail, on va donc passer par notre outil habituel. On espère que vous ne vous lassez pas trop de l'outil. En tout cas, si c'est le cas, il faudra que vous nous en fassiez part lors des questionnaires de satisfaction. Voilà, Agathe vient de vous donner le lien sur le board Klaxoon, que je rejoins également. Et donc, vous allez arriver sur un tableau gris ici, avec un post-it où il est indiqué pour commencer, puisque c'est bien ça, hein, il s'agit de faire l'introduction du webinaire à ce moment-là. Et donc, ce qu'on vous propose, comme d'habitude, c'est d'aller cliquer sur cette petite croix pour venir ajouter des post-it ici. Et ces post-it, ils vont être l'occasion pour vous de vous exprimer sur vos attentes, vos questions sur la location ou l'aide à l'achat euh, des, des vélos qui peuvent être proposés aux personnes qui sont sur vos territoires. J'ai un petit souci d'affichage. Si Thomas, tu peux me confirmer que certains post-it commencent à s'afficher sur le board Klaxoon? Euh, pour l'instant, on n'en voit pas, non? Le lien n'était pas disponible et il vient d'être envoyé. Donc, a priori, les premières personnes et les premiers participants peuvent se connecter au board. Ok. Je vais juste refaire mon partage d'écran pour que ça fonctionne un petit peu mieux. J'ai un petit souci technique de mon côté que je vais essayer de résoudre. Ici, il y a des tests qui sont ajoutés, donc il y a bien des contributions. Très bien. De mon côté, ça va être résolu dans un petit instant. Voilà. On voit qu'il y a des questions qui commencent à arriver. Quelle enveloppe par an peut être prévue, notamment pour l'aide à l'achat? Quelle taille de flotte pour commencer? Alors sachez qu'on essaiera, hein, durant le webinaire, de trier un peu vos questions pour voir s'il y en a certaines qui se ressemblent, puisque il est certain que certaines questions, vous êtes plusieurs à vous les poser. Et puis, évidemment, ce qu'on va espérer, eh bien, c'est que, c'est que les questions que vous posez trouvent réponse durant le webinaire. Si ça n'est pas le cas, pas de souci, hein, on fera un petit examen de ce qui a été dit et puis des questions que vous pourriez vous poser. Et puis, euh, Et puis, ce qu'on pourra faire, c'est voir de quelle manière on pourra répondre à ces questions par la suite. Voilà, donc là, ça commence à arriver. Moi, j'ai résolu de mon côté des petits soucis techniques. Ouais, il y a des questions notamment sur la gouvernance, des questions sur les logiciels de gestion de services en location. Alors, vous allez voir, hein, ce qui va être intéressant, c'est que donc on a prévu deux temps distincts, deux thématiques distinctes. Mais à l'intérieur de ces temps, il y aura à la fois des présentations un petit peu descendantes, ou en tout cas, on va vous montrer quelques éléments méthodologiques ou des éléments comparatifs sur ce qu'on a pu observer en regardant
d'un peu loin, entre guillemets, soit depuis l'ADEME, soit depuis le CEREMA, ce qui se passait sur ces questions de service vélo. Et puis, il y aura bien sûr des temps de retour d'expérience, où là, ce seront des personnes de collectivité qui vous parleront. Et donc, des questions, euh, des questions pour lesquelles peut-être on n'aura pas identifié certains aspects lors de nos études comparatives. Peut-être que vous aurez des éléments de réponse auprès des témoignages, enfin, au sein des témoignages qui vous seront donnés. On va avoir un petit travail de rangement, hein. Et c'était bien ce qu'on avait prévu de faire. Euh, des questions sur les durées, sur les prix, euh, des exemples de projets qui auraient bien fonctionné en zone rurale. On va essayer donc de répondre à ces questions. Alors, on se donne peut-être une petite minute pour prendre de nouvelles questions. Et puis ensuite, on va commencer sur des temps un peu d'échange. Et moi, je vais donc m'atteler au rangement de vos propositions. Gardez bien vos questions précieusement et nous, on les gardera à l'issue du webinaire également. Des questions donc sur la réparation, comment est-ce qu'on gère la réparation sur les systèmes de vélo location longue durée? Est-ce qu'on va pouvoir représenter les avantages de chaque durée? Donc là, vous aurez des éléments un petit peu méthodaux hein, sur ces aspects. Quel système de caution utiliser? Encore la question des zones rurales. Comment est-ce qu'on gère de la location longue durée en zone rurale? Je vois que la question de la compétence qu'on mobilise pour mettre en place ces systèmes, elle revient de nouveau aussi. Comment est-ce qu'on trouve un lieu? Qu'est-ce qui est le lieu idéal pour organiser la location? Voilà, hein, vous balayez bien l'ensemble des questions qu'on peut se poser hein, lorsqu'on met en place ce type de dispositif. Je propose peut-être bah, qu'on passe à la suite et puis on va bien organiser, bien structurer ces questions euh, et éventuellement en réaiguiller tout à l'heure vers les personnes qui vous font les présentations. Merci Flavien. Donc effectivement, il y a beaucoup de contributions déjà sur le tableau Klaxoon. Vous pouvez continuer à contribuer en ligne en parallèle et ceux qui ne parviennent pas à vous connecter, vous pouvez aussi partager sur le chat vos différents éléments. Je vous propose qu'on commence du coup sur le programme du webinaire avec une première partie sur la location de vélos longue durée et on aura un temps sur la partie aide à l'achat dans la deuxième partie du webinaire. Donc dans un premier temps, on va vous proposer plusieurs éléments, des éléments d'ordre générale hein, sur le contexte de la location de vélos longue durée en France, avec des données issues d'une étude de 2021 de l'ADEME que vous présentera Mathilde Pavageau-Mancheron, puis un retour d'expérience un peu cumulé hein, de plusieurs retours d'expérience agrégés par le CEREMA avec Marc Lanfranchi. Et puis, vous aurez deux retours d'expérience, l'un d'un territoire rural et l'autre d'un territoire un peu plus périurbain, même s'il a des caractéristiques rurales aussi. Donc ça, c'est le programme de la première séquence. Et donc, je passe la parole à Mathilde Pavageau-Mancheron pour vous présenter les résultats de l'étude sur le diagnostic des services vélos menés par l'ADEME l'année dernière. Le partage fonctionnait bien, il a disparu, Mathilde. Oui, pardon, c'est parce que j'avais pas réactivé mon micro et quand... Ah oui, je pouvais le faire d'en haut. Bon, bah, c'est bon. Nickel. Mais vous m'entendez bien. Merci beaucoup, Agathe. Oui, veuillez excuser aussi ce petit souci de caméra qui m'empêcherait d'utiliser le son. Donc, du coup, je vais quand même privilégier l'audio à la vidéo. Alors, effectivement, pardon, voilà. Hop, je remets bien, voyez bien peut-être tous mon écran. Je vire tous Oui, c'est bon. les onglets intempestifs. Donc voilà, oui, une première phase hein, sur ce webinaire concernant deux services vélo, notamment le vélo en location longue durée et l'aide à d'achat. Et en fait, je vais vous présenter l'actualisation, quelques données sur ces services hein, concernant l'actualisation de l'étude d'évaluation du coût des services vélo, actualisation de l'étude de 2015.
2015, publié en 2016, et qui a été, pour cette étude, publiée en 2021. Alors, basé sur des chiffres en 2020, ça a son importance, vous allez le voir. Donc effectivement, pour commencer, déjà, pourquoi une étude sur les services vélo, parce que le schéma directeur, on l'a vu au cours aussi de derniers webinaires, est très important. C'est vraiment une pierre angulaire importante pour une politique cyclable réussie. Mais les vélos ont vraiment aussi, les services vélos, pardon, ont vraiment toute leur place dans une politique cyclable, puisque ce sont vraiment des maillons indispensables pour le territoire, pour permettre d'augmenter la pratique, mais aussi d'en massifier la pratique sur l'ensemble du territoire, donc de permettre aux administrés d'une commune de pouvoir utiliser l'existant, à savoir les pistes cyclables qui ont pu être mises en place, par exemple, suite à l'élaboration d'un schéma directeur cyclable. Donc, ces services vélos, ce qui a motivé la mise à jour de ces données de 2016, c'est qu'il s'est passé énormément de choses, de nombreux événements dans le domaine de la mobilité active ces 5 dernières années. On peut citer, entre autres, les assises de la mobilité, mais aussi le plan vélo et les modes actifs en 2018. Il y a eu aussi le programme Avélo, un programme précédent d'Avélo 2, la loi d'orientation des mobilités en 2019, et je le dis maintenant, le Covid-19, tout simplement parce que il faut savoir que l'étude a été réalisée avant cette crise sanitaire. Donc, ce qui fait que ça a encore, cette crise, on l'a vu, a accéléré vraiment non seulement le développement de la visibilité du vélo en tant que mode de déplacement, mais aussi le développement des services. Donc, il faut vraiment que vous ayez à l'esprit que ces données, finalement, ont encore évolué. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça a encore évolué par rapport à 2020 et que ça nécessiterait à nouveau une actualisation de ces données et que potentiellement, le nombre de dispositifs existants sont sans doute plus importants que ce que je vais vous montrer ici. Alors, de quels services parle-t-on? Dans cette étude, il est question de 7 services qui ont été étudiés, les ateliers de réparation, les services de vélo en location longue durée, les services de vélo en libre service, les aides à l'achat local, le savoir rouler, les services employeurs et le stationnement sécurisé. Alors, dans le cadre de cette intervention, on ne va s'intéresser qu'à 2 types de services, les vélos en location longue durée et les aides à l'achat local. Alors, déjà, peut-être un petit panorama global sur quelques services. Alors, on retrouve la location longue durée et les aides à l'achat vélo. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que certains services vont vraiment être le propre de centres urbains denses et d'autres services vont être plus pertinents sur tous les territoires. On peut le voir notamment avec la location longue durée qui est présent sur l'ensemble des territoires. Mais quelle que soit cette taille des territoires, en fait, ils ont pour la plupart mis en place des ateliers de réparation, des services de vélo en location longue durée, et des aides à l'achat. Mais ce qu'il faut aussi retenir, ce qui va être important, on ne va pas pouvoir l'étudier puisque ce n'est pas l'objet de ce webinaire, mais il faut également avoir à l'esprit finalement que c'est important de développer ces services dans une notion de bouquet, puisque comme on va le voir, certains services vont être plus pertinents sur certains types de territoires, mais dans l'ensemble, on va avoir une certaine complémentarité, on va rechercher la complémentarité entre ces services. On va avoir des services, comme vous le voyez, qui vont encourager la pratique du vélo, tels que la vélo en location longue durée, et d'autres qui vont permettre de pérenniser l'usage du vélo, comme on peut le voir avec notamment l'aide à l'achat, et puis les ateliers de réparation qui vont permettre finalement d'autonomiser la personne, de gagner ce qu'on appelle en fait en vélonomie pour pouvoir réparer soi-même son vélo et continuer à pérenniser cette pratique, mais également de le faire aussi en toute sécurité. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que il faut vraiment réfléchir en termes de cible, comme on va le voir, et donc de rechercher aussi cette complémentarité entre les différents services. Donc, si je résume, en fait, grâce au vélo en location longue durée, je vais finalement mettre le pied à l'étrier vis-à-vis du vélo. Ça va me permettre de provoquer l'achat grâce à une aide locale, une aide à l'achat locale. Et puis, je vais gagner en autonomie parce que je vais me former à réparer moi-même mon vélo. Et donc, ça va vraiment contribuer à pérenniser cette pratique. Voilà un petit résumé. Alors, petit panorama général sur ces différents services. Et vous allez voir comment ils ont évolué entre 2015 et 2020. Pour les vélolocations longue durée, on a une augmentation d'environ 1,8 et on est passé de 87 services à 162 en 2020. Et pour les aides à l'achat, elles ont également bien augmenté en multiplication par 4, en passant de 36 types d'aides à l'achat à 152 dispositifs en 2020.
Alors, location longue durée, je vais m'attacher à parler de ce service en priorité, puis je reviendrai en deuxième partie du webinaire sur l'aide à l'achat. Donc déjà, qu'est-ce que c'est la location longue durée? On va dire que c'est le fait de louer un vélo plus d'une journée avec une remise manuelle, hein, cette location humanisée. Et là, ce que vous avez, c'est, on va dire, un petit moyen mémotechnique de balayer, on va dire, la location longue durée en s'intéressant vraiment à faire le tour de la question et à cerner ce qui va faire tout l'intérêt de cette location longue durée, mais aussi ne pas oublier des éléments essentiels pour mettre en place ce type de service. Donc, effectivement, pourquoi, hein, ça contribue à dynamiser l'offre, mais aussi, bien sûr, à participer au report modal et en guise alternative à la voiture individuelle. Et puis, ça peut être aussi une manière de tester l'usage et la pratique du vélo avant l'acquisition. Où ça peut être non seulement dans des zones peu et moyennement denses, contrairement au vélo en libre service, on le retrouve énormément dans des centres urbains denses, où ça également dans des lieux stratégiques que la collectivité va déterminer finalement, viser des pôles multimodaux, et où ça, est-ce que la remise va être mobile, est-ce que ça va être une remise fixe? Donc ça, ce type de questions aussi à voir. Combien en termes de coût? Quel va être le coût de ce service vélo? Combien, mais aussi combien de vélos pour un premier parc, par exemple? Combien de vélos? Quel type? Enfin, quel type on verra après, pardon. Et puis la question de combien de temps? Quelle est la durée? Est-ce que c'est 1 mois, 3 mois, 6 mois? Donc voilà, la question de la temporalité, mais également du coût est importante dans le cadre d'un VLD, le vélo location longue durée. Comment? Est-ce qu'on va partir sur une gestion directe, une gestion déléguée? Aussi bien le type de vélo, puisqu'on va voir que ce qui fait aussi l'intérêt de la location longue durée et ce qui a justifié l'actualisation de ces services vélos, c'est qu'en fait, l'offre de vélo, c'est aussi diversifié. On n'a plus seulement des VAE, des vélos à assistance électrique ou des vélos classiques, mais on va avoir des vélos cargo qui vont plutôt toucher des familles, des vélos pliants pour favoriser l'intermodalité. Donc, quand on parlait de complémentarité, on parlait aussi de complémentarité avec justement? La cible. La cible qu'on va vouloir justement, à laquelle on va s'intéresser. Tu me diras si ça marche. D'où l'intérêt d'avoir une offre de vélo diversifiée. On peut aussi citer par exemple le handbike pour les personnes à mobilité réduite. Puis également la question de l'usage de la fonction, que ce soit du domicile-travail, de l'accompagnement à l'école. Et enfin, c'est là à nouveau la question des types de publics et qui vont être les parties prenantes de ce service vélo et qui va être concerné. Et là, le rôle de la collectivité a tout son sens en tant que facilitateur et incitateur. Alors bien sûr, on pourrait aller beaucoup plus loin. Là, on n'a qu'une liste non exhaustive des types de points essentiels de la location longue durée, donc on pourrait aller beaucoup plus loin, mais en voici quelques exemples. Quelques données clés sur la location longue durée. Comme on le voit, on a aujourd'hui 75 000 vélos en location longue durée. Donc en fait, on a un nombre de services qui a quasiment doublé. Comme je l'ai dit, c'est passé de 87 à 162. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le parc s'est beaucoup électrifié, justement parce que les systèmes de location longue durée sont électriques. C'est-à-dire qu'on a un nombre de VAE, on le voit, 49% du parc pour les VAE, mais en fait, il faut savoir que parfois, des services sont à 100% électriques. Donc 49%, c'est en moyenne. Donc, on le voit avec la carte à droite, c'est que les services sont répartis un peu partout sur les territoires. Pour autant, on n'a pas forcément un maillage national, mais on a quand même un dispositif qui couvre l'ensemble du territoire et qui touche aussi 37 millions d'habitants. C'est-à-dire que 37 millions d'habitants sont couverts par les services de location longue durée. Alors, c'est un chiffre qui est bien aidé, comme vous le voyez, par l'Île-de-France, avec, il me semble, l'offre Véligo, qui va toucher une large partie de la population. Mais on a quand même 66 territoires de moins de 50 000 habitants, c'est-à-dire des territoires où la ville-centre, ce sont des petites villes, qui ont mis en place un service de location longue durée. Donc on le voit, c'est un dispositif qui s'est beaucoup déployé, y compris en dehors des grands centres urbains, et qui fonctionne aussi très bien. Alors, pardon, hop. La question de l'impact est aussi importante, puisqu'on l'a vu, le service de location longue durée peut contribuer à un report modal. Effectivement, 51% des usagers ont réduit durablement leur utilisation de la voiture. 13% des abonnés de vélo à assistance électrique ont renoncé à l'achat d'une voiture et 12% se sont séparés d'une voiture. Donc en fait, on a des impacts sur la mobilité qui permet non seulement une augmentation de la pratique du vélo, une diminution de l'usage de la voiture et voire même une démotorisation. Alors, qui est concerné par
La location longue durée, donc on le voit en fait, souvent la cible, c'est souvent un cadre d'actifs masculin. Sauf que pour le vélo à location longue durée, eh bien, on voit que ce sont majoritairement des femmes qui utilisent ce service. Et en plus, il y a en fait aussi un enjeu à sortir des usagers habituels du vélo pour aller plutôt vers les entreprises, vers les jeunes qui sont moins concernés par le vélo à location longue durée, par le dispositif de vélo location longue durée, que par le vélo en libre service, mais aussi d'aller vers les familles. Donc, en fait, il faut parvenir à diversifier la pratique et la cible. D'où l'intérêt, comme je vous ai dit, de diversifier l'offre, avec pour les familles des vélos cargo, pour les PMR des handbikes, des vélos Pia pour l'intermodalité, etc. Voilà, je vais m'arrêter là, puisque l'aide à l'achat sera vue en deuxième partie. Et je vais tout de suite laisser la parole et arrêter le partage pour laisser la place à l'intervenant suivant. Merci Mathilde. Effectivement, on poursuit avec une présentation de Marc Lanfranchi, qui est du coup de la direction territoriale Centre-Est du CEREMA, avec du coup un passage de revue de différents retours d'expérience complémentaires des données présentées par Mathilde. Thomas, tu voulais peut-être relayer, tu voulais prendre la parole? C'était pour les questions, mais on pourra voir après. Ok. Marc, c'est tout bon. On voit bien ton écran. Super, merci. Donc, bonjour, Marc Lanfranchi du CEREMA. Donc, pour ma part, je vais vous présenter une étude qui est encore en cours sur les services de vélo en location longue durée, une étude qui fera l'objet d'une publication du CEREMA au cours de l'année 2022. Donc, en termes méthodologiques, concrètement, nous sommes allés interroger une grosse douzaine de collectivités territoriales, allant de la petite communauté de communes en territoire peu dense jusqu'à la communauté d'agglomération avec une ville moyenne en son centre. Et donc, on les a questionnés sur leur service de vélo en location longue durée. On en a retiré les principaux enseignements en termes de dimensionnement, de contractualisation et d'exploitation. Donc, je vais passer tout de suite au premier point qui concerne le dimensionnement du service et notamment les composantes de choix du dimensionnement du parc vélo. Donc, la première composante à prendre en considération, c'est les particularités du territoire. Et bien évidemment que le relief va avoir un impact sur le choix du type de vélo, notamment si vous êtes sur un territoire qui présente de fortes contraintes topographiques. Il est absolument impératif de mettre en service des vélos à assistance électrique avec une batterie suffisamment puissante pour pouvoir gravir toutes les pentes du territoire. Un deuxième élément important, c'est le type de voirie. Notamment en territoire peu dense, il y a souvent des présences de chemins interdits à la circulation des véhicules motorisés, mais qui sont tout à fait praticables pour les vélos. Ça leur permet d'avancer en toute sécurité et bien souvent aussi de raccourcir leur temps de trajet. Et ça peut amener à choisir des vélos tout chemin. Troisième point sur les particularités du territoire, c'est le type d'urbanisation. C'est évidemment pas la même chose de développer un service sur un territoire avec une forte commune-centre, proche d'une grande agglomération, ou sur un territoire avec une faible densité et une grande dispersion des communes. Donc là, ça va avoir un impact sur l'égalité d'accès aux services et il va falloir considérer le nombre de points de location à mettre en œuvre, sachant bien évidemment que plus on va mettre en service des points de location et plus on va les ouvrir longtemps, plus il va falloir pour cela mobiliser des moyens humains. Deuxième composante à considérer, c'est tout ce qui concerne bien évidemment les moyens financiers qui sont alloués au service. Donc bien évidemment, le service est fortement dimensionné par le nombre de vélos pouvant être achetés chaque année. Pour cela, bien évidemment, les collectivités bénéficient souvent d'aides extérieures, notamment dans le cadre du programme Territoire à énergie positive pour la croissance verte, mais également, par exemple, la dotation au soutien à l'investissement local. Il faut aussi bien savoir qu'à un moment donné, vous pouvez toujours revendre vos vélos après 2 ou 3 ans d'usage et que ça vous permet de réalimenter en partie des financements pour acheter de nouveaux vélos. Ce qu'il faut aussi prévoir en termes d'investissement, c'est qu'il va falloir mobiliser des moyens humains pour définir et lancer le service. Donc là, on est vraiment sur les phases amont pour la sensibilisation, faire du benchmark, mobiliser les élus locaux, définir les besoins, préparer le montage financier et aussi lancer des appels d'offres. Et ça peut prendre un petit peu de temps humain. Donc, d'après ce qu'on a pu synthétiser, pour un petit service, c'est plutôt 1 ETP sur 3 mois ou plutôt un quart d'ETP sur une année complète. Pour des plus gros services, on arrive assez facilement à 1 ETP sur 1 an. Pour les moyens financiers alloués au fonctionnement, bien prévoir aussi qu'il faut des moyens humains pour gérer le service, surtout si vous êtes en régie, donc pour tout ce qui est formalité administrative,
pour la communication, même si ce n'est pas en général ce qui va prendre le plus de temps, mais également sur les opérations de petite maintenance. Donc, bien prévoir aussi les coûts de petite maintenance pour les opérations de base, pour y être amené à faire, comme changer une chambre à air, changer un frein. Et aussi prévoir des locaux de stockage et même de maintenance des vélos, sachant qu'il y a évidemment l'effet de saisonnalité à prendre en compte et qu'en hiver, il va falloir stocker probablement une plus grande quantité de vélos qu'en été, et qu'il faut tout de même compter environ 1,5 à 2 mètres carrés par vélo. Autre chose, même si c'est une évidence, évidemment, le type de vélo. Donc, bien attention à prendre des vélos à cadre ouvert. Certaines personnes ont du mal parfois à enfourcher un vélo avec une barre horizontale. Donc, les vélos qui sont présentés sur l'icône de la diapo sont tout à fait appropriés. Encore une fois, prendre des vélos de taille différente. Et j'insiste, mais l'importance de la puissance du moteur sur des territoires avec des contraintes dénivelées. Qui dit service de vélo en location longue durée ne dit pas uniquement mise à disposition aux bénéficiaires de vélos. Il faut également aussi leur fournir des équipements. Donc, dans tous les cas de figure, les collectivités fournissent au moins un antivol et parfois même jusqu'à 3 pour plus de sécurité. La plupart des collectivités, en général, fournissent un casque, un gilet jaune, un kit de réparation. Dans bon nombre de cas, une sacoche ou un panier qui sont toujours bien utiles pour faire du vélo du quotidien. Il y a parfois 1 ou 2 porte-bébés dans l'ensemble de la flotte. Et c'est aussi intéressant d'avoir des compteurs kilométriques et de les exploiter pour tout ce qui concerne l'évaluation du service et aussi faire tout ce qui sera maintenance préventive des vélos. Je passe maintenant au deuxième point, donc tout ce qui concerne avec qui et comment contractualiser. Donc, tout d'abord, on va contractualiser pour acheter des vélos, bien évidemment. Donc là, il y a 2 possibilités, c'est assez connu. Forcément, la première, c'est un marché public pour sélectionner un vélociste ou un constructeur, ce qui nécessite de rédiger un cahier des charges. Évidemment, avec les caractéristiques techniques des vélos, mais également tous leurs équipements associés et les prestations à l'achat. N'oubliez pas la numérotation des vélos et aussi la numérotation de tous leurs équipements. Globalement, la fourchette de prix pour un vélo touche-main avec assistance électrique et son matériel associé, c'est entre 1 400 € et 2 500 € pièce. Pour les triporteurs, c'est un peu plus cher. Deuxième possibilité, c'est de passer par une centrale d'achat de type UGAP. Donc là, vous allez devoir acheter un nombre minimal de vélos, souvent 10, mais vous allez pouvoir bénéficier de prix a priori beaucoup plus attractifs, de l'ordre de 1 200 € par VAE. La problématique, la contrepartie, c'est que vous aurez moins de choix de vélos et vous ne pourrez pas forcément contractualiser avec quelqu'un qui est sur votre territoire. On peut aussi contractualiser pour la maintenance. Alors, il faut dissocier la petite maintenance de la grosse maintenance. Pour la petite maintenance, vous pouvez tout à fait le faire en régie. Dans ce cas, prévoir les locaux appropriés, le matériel nécessaire et former 1 ou 2 personnels pour faire les opérations de base. Mais vous pouvez aussi tout à fait vous associer avec un vélociste dans le cadre d'un marché public. Dans ce cas, incluez-le, si possible, dans le marché de fourniture des vélos. Il y a des possibilités de marché annualisé ou à bon de commande suivant les pièces. Un truc qui est important aussi, c'est de bien marquer les délais maximum de maintenance. Et tout ça, ça représente un coût relativement modeste de 50 à 100 € par an et par vélo. Pour la grosse maintenance et les révisions annuelles, on vous conseille très fortement, en tout cas c'est ce que font tous les services qu'on a contactés, de passer par un prestataire compétent sur la maintenance des vélos. Alors, 3 formes de contractualisation pour l'exploitation. Le premier, c'est la régie classique. On vous recommande d'inscrire dans une convention ce qui doit être réalisé. Et dans ce cas de régie, il vous faudra créer une régie de recettes avec inscription au trésor et nomination d'un régisseur. Vous pouvez opter pour une solution un peu mixte en passant par un marché public spécifique. Donc, dans ce cas-là, il va falloir encore une fois rédiger le cahier des clauses techniques particulières en décrivant le service et ses modalités de location, qui peut louer un vélo, à quel tarif, pour quelle durée. N'oubliez pas de mettre aussi le délai de réponse à une réservation, ça peut être important. Là aussi, il faut créer une régie de recettes et intégrer des coûts de location d'un local. Ou sinon, vraiment, là, pour les plus gros services, mais ce n'est peut-être pas ce qui va nous concerner le plus aujourd'hui, vous pouvez aussi passer dans le cadre d'une délégation de services publics et reprendre la convention en mettant une modification non substantielle et en reprenant les éléments du CCTP. Les autres contractualisations qui sont possibles,
Donc avec un assureur. Alors lorsque les vélos ne sont pas loués et qui sont donc entreposés, ils sont souvent déjà assurés par le contrat global d'assurance de la collectivité, si tant est que le local appartient à la collectivité. Ça peut être aussi un local d'un vélociste, auquel cas c'est le vélociste qui en supporte la charge de l'assurance. Le problème en général se pose davantage pour les vélos qui sont en cours de location. Donc, pour les quelques services qu'on a interrogés et qui ont proposé à leurs abonnés une assurance, ça se révèle être un coût qui peut être très onéreux, de l'ordre de 12 à 15 euros par vélo ou par an, et qui peut donc être très onéreux, surtout par rapport à l'usage qui en a été fait. Par contre, ça procure un bon confort à l'usager qui doit sinon prendre contact avec son assureur et souvent doit peut-être s'acquitter d'un surplus. Autre possibilité de contractualisation, c'est avec des entreprises de développement de logiciels. Alors là, on est quand même sur des flottes beaucoup plus importantes. Et dans ce cas de figure, il y a trois possibilités. Soit un logiciel spécifique, mais là encore, ça coûte de l'argent. Globalement, pour les rares cas pour lesquels on a réussi à avoir de l'information, c'est de l'ordre de 10 000 euros par an pour le logiciel avec ses actualisations, sa maintenance et sa hotline. Vous pouvez aussi trouver des logiciels adaptés de la gestion de flotte de véhicules. Ou tout simplement, si vous avez des compétences en interne, développer un outil plus simple, mais là aussi, ça va prendre un petit peu de temps pour que la personne qui s'occupe de développer ça puisse le développer, le mettre en œuvre et le suivre. Donc, je passe maintenant à comment exploiter le service, et notamment tous les différents aspects de l'exploitation du service. Et on va commencer par les moyens humains qui sont nécessaires. Donc, la gestion administrative et le suivi du service. Donc, la fourchette est un peu large, mais on a recueilli des informations comme quoi il fallait entre 0,2 et 1 ETP en fonction de la taille du service. Pour la petite maintenance, c'est encore une fourchette plus large. Ça dépend aussi beaucoup de la taille du service et des activités de maintenance qui vont être réalisées. Ce n'est pas du tout, par exemple, la même chose. Si les bénéficiaires du service viennent rechercher leur vélo au lieu de location, ou si la collectivité décide, par exemple, de faire de la livraison de vélos, et surtout si les contrats sont plutôt à durée relativement peu longue. Les vélos vont revenir plus souvent, il va falloir les livrer plus fréquemment. En tout cas, ce qu'il faut bien considérer, c'est la durée de location et l'extension du service lorsqu'on réfléchit aux moyens humains qui sont nécessaires. Il est bien évident que des durées de location plus longues permettent de moins mobiliser les agents. Les vélos vont moins souvent revenir, moins falloir souvent les entretenir ou les emmener à la révision. Par contre, la grosse problématique, c'est que ça défavorise la rotation des vélos, ce qui peut poser quelques problèmes lorsqu'il y a une forte liste d'attente. La deuxième chose, c'est que souvent les vélos, dans leur première phase, marchent très bien, que la demande est supérieure à l'offre, donc les collectivités sont amenées à vouloir étendre leur service, et que là, parfois, il faut peut-être un petit peu recruter, parce qu'on aura des besoins, mais il y a toujours possibilité de mutualiser le suivi du service de vélo en location longue durée avec, par exemple, le suivi plus général des politiques vélo de la collectivité. La gestion du parc aussi, quelque chose de très important. Alors, bien utile de faire le lien d'une part entre le vélo, le locataire et la facturation, ça c'est pour toutes les phases administratives et financières, mais également entre le vélo, les kilomètres parcourus par ce vélo, l'âge et l'état de ce vélo. Là, c'est plus dans un aspect de maintenance préventive du vélo ou de phase d'évaluation, d'exploitation des compteurs kilométriques. Il est aussi bien important de bien numéroter les vélos et les équipements du vélo et de l'associer au bon vélo, les casques, les antivols, les batteries. Surtout quand vous avez acheté plusieurs vélos en plusieurs phases, c'est un petit peu parfois compliqué si vous ne numérotez pas de savoir quelle clé de batterie correspond à telle batterie qui correspond à tel vélo. Ça peut vite être problématique. Donc pensez bien à numéroter vos vélos vous-même ou à les faire numéroter par un fournisseur, ça peut prendre beaucoup de temps. Et encore une fois, pour les parcs les plus grands, vraiment l'outil de gestion, ça s'avère un outil vraiment très utile. La tarification, donc c'est encore une fois des fourchettes très très variables en fonction des services. Ça peut varier du simple au double, voire même du simple au triple. Ce qu'on a constaté, nous, c'est que les abonnements les plus longs sont en général les plus plébiscités. Mais le problème, c'est que ça crée donc des fortes listes d'attente, ce qui peut créer quelques grincements de dents. J'ai interviewé des services qui avaient des listes d'attente qui atteignaient plusieurs mois. Le prix, évidemment, influe directement sur la recette que peut procurer le service. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que même si le prix comme ça, de prime abord, paraît relativement abordable, ça reste quand même difficile d'accès pour certaines catégories,
Pour ceci, il y a des solutions, c'est de soit appliquer des demi-tarifs aux étudiants ou aux chômeurs, de mettre en place des tarifs sociaux, ou pour les territoires, surtout qui n'ont pas de contraintes topographiques, n'hésitez pas à prendre des vélos classiques, en propulsion musculaire. En général, les tarifs sont beaucoup moins chers et ça correspond tout à fait à la demande de certains publics sportifs ou qui ont moins de moyens financiers. Attention aussi à tout ce qui est dépôt de garantie qui peut s'avérer un frein à l'accès au service. L'animation et la communication, donc bien évidemment, au démarrage du service, en faire un petit peu de publicité à travers des flyers ou des affiches. Ne pas hésiter à mettre en place des événements de découverte. Ça permet de recueillir rapidement les premières impressions des premiers utilisateurs, voire des élus qui pourraient venir le tester le premier jour. Mais ce qu'on a entendu en interviewant les collectivités, c'est que c'est souvent des services qui fonctionnent très bien. Il va y avoir un gros bouche à oreille qui va se mettre en place et que la communication au démarrage est certes importante, mais qu'il n'y aura pas beaucoup besoin de la renouveler normalement derrière. Donc, pour conclure, quelques conditions de réussite pour la mise en place d'un service de vélo en location longue durée. Donc, la première chose, bien identifier le besoin et le portage politique. Surtout, par exemple, si vous voulez mettre en place une offre adaptée, si le but c'est de faire tester les vélos à assistance électrique pour inciter à l'achat, encore une fois, les abonnements trop longs sont à proscrire ou alors à mettre à un tarif plus élevé. Avoir des moyens humains disponibles en adéquation avec l'offre, je l'ai déjà expliqué, il ne faut pas aller au-delà de ses propres limites, surtout si on est en régie. Être compétent ou s'associer à un prestataire compétent, ça c'est surtout valable pour la maintenance et pour les gestions de flotte, pour les grosses flottes. Donc, disposer d'outils efficaces de gestion. Assurer une bonne maintenance, notamment préventive. Il faut aussi que le bénéficiaire du service sache que derrière, il n'a pas uniquement un vélo et qu'après il se débrouille. S'il a un service de maintenance efficace, ça peut faciliter aussi l'accès au service. Avoir un service lisible et une grille tarifaire attractive, ça c'est quelque chose de vrai pour tous les services. Je répète que la revente des vélos permet de dégager des ressources qui impliquent des besoins d'investissement allégés. Et enfin, pour conclure, bien faire attention à ce que l'ensemble des habitants du territoire de la collectivité aient accès aux services, et notamment ceux qui n'habitent pas dans les communes les plus proches des lieux de location. Je me rappelle avoir interviewé un service dans la Drôme. Donc la Colcom avait décidé de laisser le choix à chacune de ces communes de mettre en place ou pas le service. Et les habitants des communes où le service n'avait pas été mis en place grinçaient un peu des dents de ne pas pouvoir utiliser le service. Et la principale recommandation, la principale expérience qu'on a retirée de cette Comcom, pour son service qui marchait par ailleurs très bien, c'était d'harmoniser ensuite à l'ensemble de la communauté de communes et d'offrir ce service à tous ses habitants. Voilà, j'en ai terminé. Et donc, je laisse place aux questions ou la parole au prochain intervenant. Merci Marc pour ce retour complet et détaillé sur la façon de mettre en place des services de location longue durée. Alors Thomas, il me semble que il y a pas mal d'éléments présentés par Marc qui répondent à des questions qui étaient posées sur le board et peut-être que tu souhaites aussi passer une ou deux questions avant de passer au retour d'expérience de Oui, territoire. merci beaucoup Mathilde pour le panorama général et puis Marc pour cette présentation très complète. C'est vrai qu'on avait un board au début avec beaucoup de questions et on avait presque l'impression que Marc avait construit sa présentation au fur et à mesure et il y avait des réponses aux questions posées sur le board au fur et à mesure. Donc j'ai essayé de trouver des questions posées sur le board auxquelles Marc répondait pas et j'en ai pas trouvé beaucoup. Donc bravo Marc, c'est impressionnant. Il y en a quand même une posée posée sur la question de la disponibilité ou pas d'un cahier des charges type standard qui pourrait être mis à disposition des collectivités pour engager leur service. Je ne sais pas si on a ça en magasin, Marc, peut-être. Au cours de nos entretiens, on a demandé à plusieurs collectivités, effectivement, s'ils pouvaient nous remettre des cahiers des charges pour qu'on puisse un petit peu les regarder. On en fait souvent des cahiers des charges pour la fourniture de vélos et la maintenance. Après, est-ce qu'on peut les diffuser? Il suffira de demander aux collectivités locales si elles acceptent, auquel cas, bien évidemment, on le fera. Merci Marc. Attends-toi à voir ta boîte mail fortement sollicitée, je pense, dans les prochaines heures. Une autre question, peut-être je vais inviter Arnaud Sensé à ouvrir son micro. Arnaud posait une question peut-être plus pour Mathilde, du coup, sur l'existence de stats du type d'exploitation par rapport à la flotte de vélos. J'imagine la flotte en termes de nombre de vélos disponibles. C'est bien ça, Arnaud?
Oui, bonjour. Oui, c'est ça, oui. Par rapport à au niveau de la présentation, il y avait les différents types d'exploitation là, en régie, avec des exploitants ou autres, et c'était voir s'il y avait eu le comparatif par rapport au dimensionnement de la flotte des VAE, pour voir un petit peu les limites d'exploitation de chaque solution, quoi. Je ne sais pas si Mathilde ou Marc veulent. J'ai pas bien compris la question, pardon. En type d'exploitation, Marc, tu pensais peut-être au mode de contractualisation, régie, délégation de services publics, fourniture de services ou autre chose? D'accord. Est-ce qu'il y aurait un type d'exploitation qui correspondrait un mode de contractualisation qui serait en lien, qui serait plus pertinent suivant la taille de la flotte envisagée, si je reformule? Bah, je pense que pour les gros services, on peut passer en délégation de services publics, même si je crois que le Valdi d'Aubigny qui va intervenir derrière, qui lui a une grosse flotte, je parle sous toute réserve, hein, n'a pas forcément fait ce choix. Après, ça dépend plus que la taille de la collectivité, peut-être aussi de ce que vous êtes prêt à mettre comme moyen humain pour faire tourner le service. C'est pas la même chose de le gérer en régie, où vous allez avoir vraiment tout à faire, aussi bien toutes les phases administratives, de gestion du service et les phases de maintenance. Vous pouvez aussi, et ça j'en suis plus certain, le pays de Beaune-Drobie qui interviendra derrière, qui s'est associé avec un vélociste local et qui a partagé les tâches parce qu'il n'avait pas forcément les moyens de tout faire, et ça marche très bien. Ça fait des partenariats gagnant-gagnant entre la collectivité qui peut s'appuyer sur un service et un prestataire compétent et diminuer les moyens qu'elle met en place, et le prestataire vélociste qui lui peut gagner de la clientèle par le biais de la mise en place de ce service. Donc, il y a plusieurs paramètres à considérer, pas uniquement la taille de l'agglomération, mais vraiment les moyens que vous pouvez mettre en place. Là-dessus, vous Merci. pouvez retrouver des éléments complémentaires sur le rapport qui concerne la location longue durée de l'ADEME en pages 16 et 17. Voilà, il y a les grandes tendances qui se dessinent puisque l'étude portait sur tous les services de location longue durée, pas seulement en territoire moins dense. Je pourrais également fournir une fiche qu'on a rédigée au CMA qui a été publiée. Je vais le mettre dans le chat, qui est un peu plus développé, qui apportera des éléments complémentaires par rapport à ce que j'ai pu exprimer. Et je la mets rapidement dans le chat. Merci. En plus, c'est le support il y a une présentation de la communauté de communes du pays de Beaune-Drobie, donc du coup c'est complémentaire. Effectivement, c'est utile à plusieurs niveaux. Et il me semble qu'il y avait des éléments aussi sur des conseils de dimensionnement des services de vélo. Et il me semble, Thomas, qu'il y a une question qui vient juste d'apparaître sur cette thématique-là. N'est-ce pas? Il y a plusieurs questions, dont une très concrète, c'est, je ne sais pas si Marc pourra répondre parce que je pense que le nombre d'habitants n'est pas le seul critère, mais une personne anonyme pose la question de combien de vélos pour un établissement public de coopération intercommunale de 25 000 habitants. Je ne sais pas s'il y a un chiffre peut-être moyen qui ressort des retours d'expérience que tu as pu collecter. Si, ça je peux répondre. Alors, en général, les collectivités qui mettent en place ce genre de service commencent pas tout de suite par un gros service, et globalement, c'est de l'ordre de 10 vélos pour 10 000 habitants. En général, ça suffit pas parce que l'offre est pas suffisante par rapport à la demande. Encore une fois, c'est des services qui fonctionnent très bien. Et en général, dans une deuxième phase, elle passe à quelque chose de l'ordre, encore une fois, hein, c'est variable selon les collectivités, à 20 vélos pour 10 000 habitants. Et on a vu, et c'est un chiffre qu'a présenté l'ADEME dans sa première présentation, qu'on pouvait atteindre parfois jusqu'à 30 vélos pour 10 000 habitants. Merci beaucoup, Marc. Pardon, j'avais coupé mon micro, mais tout à fait, Marc, ça rejoint effectivement ce qui a été dit. Et puis, c'est 30 vélos pour 10 000 habitants, mais dans des territoires équipés. Hein, donc, ça rejoint ce que tu dis, à savoir que les collectivités vont commencer doucement, 10 vélos pour 10 000 habitants au début. Puis 30 vélos, là, pour le coup, c'est dans des territoires vraiment équipés. Donc, peut-être que pour une EPCD de 25 000 habitants, effectivement, l'ordre de 10 vélos pour commencer est tout à fait cohérent. Voilà.
Merci. Je propose de passer à la suite, Thomas, et puis on aura l'occasion de revenir sur des questions. Je pense que les retours d'expérience qui vous seront présentés aussi inspireront des questions un peu plus précises. Je vois notamment une question sur les cautions de dépôt de garantie. Donc, si Benoît ou Marcia, ensuite, vous avez la possibilité de préciser les éléments là-dessus directement, n'hésitez pas. Donc, je passe d'abord la parole à Benoît Perusset, directeur général des services de la communauté de communes du pays de Baume-Dropide en Ardèche. Alors, pour une fois, ce sera une présentation sans PowerPoint, donc soyez attentifs à l'oral. Et si vous voulez avoir un retour écrit, n'hésitez pas à consulter la fiche partagée par Marc dans le chat, qui présente aussi un retour d'expérience en fin de fiche sur votre territoire. Donc, Benoît, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc avec ma collègue Priscilla, on va vous présenter un retour d'expérience sur de la location longue durée de vélos électriques. Donc, ce service a été mis en place en 2018 sur notre territoire. Donc, on est un territoire rural de 19 communes pour 9000 habitants. Donc, des communes, la plus petite ayant 30 habitants, la plus grande 2000, sur un territoire rural avec une forte saisonnalité touristique. Et pour parler transport, il n'y a pas de transport qui dessert les communes entre elles, simplement un bus régional qui passe dans 3 bourgs-centres sur la principale départementale. Donc, la notion de mobilité est quand même une problématique prégnante sur notre territoire. Donc, en 2018, on a mis en place ce système qui fait suite à un appel à projet dans lequel on a déposé notre problématique dans le cadre d'une labellisation territoire à énergie positive pour la croissance verte, donc TEPCV. Donc, ce qui nous a permis, et ça a largement facilité la mise en place du système, puisqu'on a bénéficié de 80% de subventions pour acheter dans un premier temps 20 vélos. L'idée était là aussi de répondre déjà à l'époque à des demandes locales, mais aussi d'autres territoires voisins avaient mis en place sur le sud Ardèche, que ce soit du côté d'Aubenas ou du côté de Vallon-Pont-d'Arc, des propositions de location. Donc, les subventions ayant facilité les choses, donc on a démarré le service. Le choix qu'on a fait, c'est dans un cadre qui n'est pas lié à une compétence spécifique de la communauté. Je reviendrai tout à l'heure par rapport au transfert de compétences sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on a fait le choix parce qu'on n'avait pas d'agents techniques, on n'avait pas de locaux qui nous permettaient de stocker les vélos, de travailler avec un commerçant local, un vélociste comme on dit, sur lequel on s'appuie largement. Donc, on a acheté les vélos chez lui et on continue de les acheter chez lui. Il nous fait l'entretien. Donc, toute la partie technique est déléguée aux prestataires. La partie administrative, et ma collègue Priscilla pourra l'évoquer puisque c'est elle qui la gère. Donc, on a bien fait le distinguo entre les deux. Les choix qu'on a fait en location longue durée, c'est de 1 mois, 3 mois et 6 mois. Au début, on était parti sur une durée d'1 an. Et si on voulait, c'est toujours l'objectif, faire tourner les vélos, 1 an, c'est beaucoup trop long. Donc, on a réduit ça. Le choix qui a été fait également, c'est de proposer les vélos exclusivement aux habitants qui résident à l'année, puisqu'on a une forte présence également de résidences secondaires et de touristes. Donc, c'est les habitants du territoire d'abord. En termes d'investissement, donc, on a acheté des moustaches, sans faire de publicité, des Samedi 27, qui sont des vélos quand même haut de gamme, mais le fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir 80% de subvention a facilité l'acquisition de matériel un petit peu de qualité pour aussi assurer la durabilité des équipements. Voilà. Sur la partie fonctionnement et la partie administrative, je vais laisser ma collègue compléter la chose. Bonjour à tous. Du coup, pour la partie administrative, on établit les contrats. Les personnes viennent à la communauté de communes signer le contrat. On prend du coup, le chèque de location. Donc, on est sur une durée de 1 mois, 3 mois, 6 mois. Ensuite, on prend également un chèque de caution qu'on n'encaisse pas. Que dire de plus, bien souvent, c'est des locations de 6 mois qui sont retenues. Du coup, il y a quand même une grande liste d'attente. On est à peu près à 25 personnes. Donc, ça tourne tous les 6 mois environ.
Voilà. Après, en dépenses, on est sur environ 880 € par an de dépenses, donc tout ce qui est petite maintenance, voilà. Et sur les recettes, on est environ sur 3 860 € par an. Voilà. On n'a pas vraiment de retour d'expérience de personnes, on n'a pas mis encore en place de questionnaire sur le retour des personnes qui louent. Donc voilà, que j'avais sur la partie administrative. On pourra répondre aux questions tout à l'heure. Ouais. Donc voilà, la partie administrative, c'est chez nous. Tout ce qui est retrait et retour des véhicules, des vélos, c'est donc chez le commerçant. Entre deux locations, il assure la maintenance, donc qui est facturée à la communauté. Bon, ça coûte quelques dizaines d'euros, c'est pas énorme. Donc entre les dépenses de fonctionnement et les recettes de fonctionnement, on a un petit roulement qui nous permet d'acheter des vélos. Donc là, l'année dernière, on en a racheté 6. Donc on envisage d'en racheter d'autres. Donc on a eu la chance, comme vous l'avez compris, mais ça, je ne pense pas qu'on soit les seuls territoires à s'être appuyés sur un prestataire qui nous vend les vélos, qui nous fait l'entretien des vélos et qui derrière, bien évidemment, vend les vélos à ceux qui peuvent l'acheter. Parce que là aussi, un des freins, mais ça tout le monde le vit, c'est le coût d'acquisition d'un vélo électrique, même si quelques collectivités peuvent apporter des aides à l'achat ou l'État, mais aujourd'hui c'est terminé. Donc ça reste quand même une acquisition, une dépense qui reste onéreuse, en plus sur notre secteur du Sud Ardèche, où on a une situation économique et sociale qui n'est pas la plus florissante de Rhône-Alpes. Donc ce n'est pas non plus le public le plus aisé. Sur les suites à donner à cette opération qui va perdurer, on se pose la question, bien évidemment, de voir comment proposer peut-être une évolution des contrats vers de l'option d'achat, de la revente, l'amortissement des vélos. Donc, on arrive bientôt aux 5 ans. C'est vrai qu'on en a moins loué, mais ça, c'est partout pareil pendant la période du Covid, où là, bien sûr, c'était pas évident de renouveler les locations. On a sur l'Ardèche, donc pour les collectivités, donc que ce soit, bon, je parle de la communauté de communes, une éligibilité à la DETR pour acheter des vélos électriques, et également, je l'évoquais tout à l'heure, dans le cadre des conventions de coopération liées à la délégation de compétences mobilité des communautés vers la région, on bénéficie aussi d'enveloppes financières régionales pour acheter des vélos. Donc, si on le souhaite, entre les recettes extérieures région et État et peut-être département, mais on n'a pas encore la visibilité, plus le fonds de roulement, on a la possibilité de renouveler la flotte avec les évolutions éventuelles. À côté de nous, on voit que des communes, sur la base de l'initiative communautaire, vont mettre en place du vélo partage. Donc là aussi, c'est plutôt intéressant. Et pour terminer, avant de pouvoir échanger avec vous, on est en train de finaliser donc un dossier pour répondre à Vélo 2 là, prochainement, dans lequel on retrouvera sur plusieurs axes, je ne suis pas là pour détailler le dossier, mais voilà, plutôt sur l'axe 2, je crois, tout ce qui est animation ou découverte de la pratique, donc que ça soit remise en selle, savoir rouler, mais aussi la découverte de VAE. Donc voilà, donc là aussi, c'est de s'intégrer dans cette acculturation vélo au-delà des infrastructures, les services et les équipements, c'est indispensable. Donc à notre petit niveau, on essaye de proposer ce service à la population. Merci, merci Benoît et Priscilla du coup pour ce témoignage éclairant de comment on met en place dans un territoire rural et aussi petit à petit un service de location qui finalement rencontre son public et favorise la mobilité à vélo. C'est très inspirant. Moi, je me demande si on passe pas directement à l'autre retour d'expérience pour ensuite faire un temps d'échange de questions-réponses commun à votre territoire et à la communauté de communes Val-d'Ille-Aubigné. Du coup, Thomas est d'accord a priori. Et du coup, je vais passer la parole directement à Marcia Delahaye, qui est animatrice mobilité durable à la communauté de communes et qui vient nous présenter du coup le retour d'expérience à l'échelle de la Comcom, alors que le Val-d'Ille-Aubigné était une des premières collectivités à mettre en place un service de location longue durée, donc avec une intériorité et une réflexion pour faire évoluer le service. Oui. Bonjour tout le monde, merci Agathe. Je partage mon écran ou c'est vous qui le faites? J'ai un peu de...
C'est plutôt vous, si ce sera plus simple comme ça, si ça vous va. Alors, donc ça, pour une fois que je fais ça sur une centrale, excusez-moi, du coup, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, moi, je me présente. Donc, effectivement, je suis arrivée à la communauté de communes Val-d'Ille-Aubigné dans le cadre de l'appel à projet Avélo 1. Je comble en même temps, je cherche le… Je peux le partager si c'est plus simple aussi. Hein. En fait, Moi, je peux m'adapter. j'ai quelque chose qui s'est affiché en bleu avec un gros 2, mais je ne sais pas si vous le voyez. Et quand je fais partager mon écran, ça ne me propose pas ce que j'ai ouvert. Eh ben, je le partage moi. Oui, mais ça vous embête en fait, je vais vous devoir vous dire. Non, bah, c'est pas ça, c'est que du coup, je vais suivre et essayer de passer les slides au bon moment, mais il n'y a pas de souci. Okay. Hop, je me mets en diaporama et c'est bon. Donc, oui, moi, je suis arrivée il y a près de 2 ans maintenant dans la collectivité dans le cadre d'Avélo 1. Donc, je n'ai pas l'historique sur le montage du service en 2012, mais je sais qu'on avait été accompagné par un cabinet d'études à l'époque. Donc, juste rapidement, donc le Val-d'Ille-Aubigné, c'est une communauté de communes qui est périurbaine et rurale de 19 communes. Donc, elle est au nord de Rennes avec quelques communes qui sont qui sont des villes de taille moyenne et puis des petits villages qui sont plutôt vraiment peu denses. Donc, on est à peu près à 37 000 habitants. Et le Val-d'Ille-Aubigné porte une politique mobilité durable depuis quelques années maintenant. Donc, avant la fusion, même l'ex-pays les 2 ex-collectivités qui ont formé le Val-d'Ille-Aubigné apportaient déjà des projets mobilité. Donc, on a notamment un service de location de vélos longue durée depuis 2012 et différentes stratégies mobilité, dont une qui est incarnée dans le schéma des déplacements et des modes actifs depuis 2018. Et on teste et on expérimente différentes offres de mobilité durable depuis plusieurs années, donc des véhicules électriques en autopartage, on aménage des PEM, des gares, des aires de covoiturage. On a beaucoup travaillé sur la promotion du covoiturage, sur de la communication, sur différentes animations, notamment dans le cadre d'Avélo depuis 2 ans, avec le déploiement du savoir rouler à vélo dans quasiment la totalité des écoles du territoire. Et puis, on a expérimenté aussi pendant 1 an du vélo partage. Donc, on expérimente, on teste et on renforce certains services mobilité sur le territoire. On peut passer à la slide suivante. Je suis désolée de vous demander ça à chaque fois. Donc, ça, c'est le schéma directeur cyclable, le premier sur lequel on a travaillé et qu'on cherche maintenant à concrétiser. Certaines pistes cyclables sont déjà en cours rentrent en travaux avec l'aide du conseil départemental. Et puis, la slide d'après, c'est juste la communication qu'on a refait aussi qui vous montre un peu le fonctionnement du territoire. Et puis, on a communiqué auprès de nos habitants sur les différentes polarités et services mobilité qu'on a sur le territoire aujourd'hui. Voilà, très rapidement en introduction. Et donc, effectivement, là, moi, ce que je peux vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment la transition qu'on est en train d'effectuer. Donc, c'est vraiment en cours. Je n'ai pas beaucoup de retours encore sur ce qu'on est en train de mettre en place, mais en gros, on avait depuis 2012 donc un service de location de vélo qui est toujours géré en régie à destination des actifs du territoire, donc uniquement pour les déplacements domicile-travail, et avec un système de location assez long, puisqu'on pouvait louer le vélo jusqu'à 2 ans, et il y avait une possibilité ensuite d'acheter le vélo pour les usagers. Donc, on achetait à peu près 30 vélos par an. Là, 90% des vélos étaient rachetés par les usagers à la fin de la location. On était sur des vélos plutôt haut de gamme, avec un service de maintenance qui était opéré par le fournisseur des vélos en permanence. Donc, on avait des vélos haut de gamme, mais assez hétérogènes dans leur modèle. Quand on a été lauréat d'Avélo 1, ça a été vraiment l'occasion pour nous d'étudier à la fois notre service, de mieux le comprendre, de comprendre son impact et puis d'en améliorer l'économie si possible, et notamment puis toucher plus de monde. Donc, on peut changer la slide, on a été accompagné par un cabinet d'études pour mieux comprendre notre service. À l'aide on a passé un cahier des charges et voilà, on a été accompagné pendant assez longtemps par ce cabinet. Et donc, par exemple, on a pu ressortir des éléments financiers en moyenne sur le service. Et donc, on se rend compte qu'on était sur un service qui ne coûtait pas très cher annuellement, finalement, par rapport
aux usages, enfin à l'impact qu'il a eu, mais c'était quand même en charge annuelle à environ 53 000 € par an. Et on a eu des subventions, mais surtout sur les premières années, pour l'achat des vélos les premières années, puis de la décile ensuite, mais ça s'est un peu, calmé. Et on avait évidemment les recettes de la vente des vélos annuellement aussi, puisque la plupart des vélos étaient vendus tous les ans. On peut changer. Donc, je vous l'ai déjà dit un petit peu, mais voilà, c'était un service qui fonctionnait très bien. Enfin, le service a toujours très bien fonctionné, qui a eu en plus l'avantage d'introduire la mobilité à vélo sur le territoire, hein, parce qu'en 2012, en plus, voilà, on n'était pas beaucoup de collectivités rurales à le faire, avec des coûts finalement assez modérés, et puis une relation usager qu'on a conservée, hein, à taille humaine au siège de la communauté de communes. Après, le fait que les vélos soient loués très longtemps et qu'ils puissent être achetés, en fait, ça fait que les vélos étaient assez monopolisés. Le cabinet d'études avec lequel on a travaillé parlait d'heureux bénéficiaires, donc, puis un prix de vente des vélos qui était peu élevé, qui pouvait être vu comme une concurrence au service privé, au secteur privé, en fait. Et après, la gestion du service était concentrée au siège de la communauté de communes, donc on est plus près de la métropole, nous, au niveau du siège. Donc, on n'est pas un service qui est très central, et du coup, pour les gens qui étaient à l'autre bout du territoire, il y avait une vraie difficulté pour venir chercher un vélo, en faire la maintenance et gérer toute la partie administrative, parce que rien ne se faisait en ligne, hein. Toute la partie administrative aussi se faisait au siège de la communauté de communes. Donc, on a bien vu dans l'étude qu'en fait, on limitait l'accès à une partie de la population sur le territoire. On peut changer de slide, s'il vous plaît. Donc, dans le cadre de l'étude, on a identifié différents scénarios pour essayer de toucher plus de personnes et puis voilà, répondre aux différentes problématiques qu'on a vues tout de suite. Donc, on est parti sur une modification du système de location, tout simplement. Donc, il n'est plus possible désormais de racheter les vélos à l'issue de la location. On a raccourci la durée de location, c'est 6 mois maximum, renouvelable une seule fois. On a également mis en place une tarification solidaire, ce qu'on n'avait pas avant, pour permettre aux étudiants et aux demandeurs d'emploi d'accéder aux services. Et puis, on a supprimé le critère domicile-travail, pour que les vélos puissent officiellement, en tout cas, servir à tous les trajets utilitaires du quotidien et des loisirs s'ils le souhaitent, et pas uniquement pour le domicile-travail. Et puis, on a souhaité aussi une personnalisation des vélos qui soit plus reconnaissable, puisque les vélos n'étant plus vendus, on peut se permettre aussi de leur donner une identité plus forte. Donc, on a estimé qu'on allait avoir un reste à charge qui allait augmenter de 11 000 € environ par an, mais pour un nombre d'usagers multiplié par 3. L'idée vraiment que le service devienne une zone de test confortable du VAE sur le territoire, et puis favoriser un turnover, voilà, permettre aux gens de tester avant de s'équiper, sachant qu'on a une aide à l'achat de VAE également qu'on a doublé l'année dernière et qui est par contre réservée à une certaine catégorie de la population. En plus de ces évolutions sur les conditions de location et sur les tarifs, on a aussi on a fait c'est un gros package, hein, donc c'était beaucoup de travail pour notre service, mais on a aussi souhaité, on va dire, moderniser et faire évoluer, donc en tout cas tester d'autres modes d'achat. Donc avant, on faisait des marchés annuels. Là, on est passé par Bulgap cette année, donc la centrale d'achat. Bon, évidemment, ça a simplifié la commande publique, ça a simplifié notre travail. Et puis aussi, on voulait essayer d'uniformiser la flotte et d'avoir des vélos un petit peu plus calibrés pour la location, un petit peu plus robustes, avec des équipements qu'on a choisis spécialement pour faire durer les vélos dans le temps. L'idée étant de conserver les vélos le plus longtemps possible en faisant une maintenance de qualité. On avait déjà une maintenance à 6 mois, mais bon, donc voilà, continuer comme ça. Et puis, si besoin, changer les batteries quand elles vont commencer à faiblir, tout en conservant les vélos. Et puis, l'autre évolution, c'est on vient de s'équiper d'un logiciel de gestion de flotte, donc le logiciel Accent, pour nous permettre déjà d'avoir une gestion de tout ce qui est administratif à distance, pour que les usagers n'aient pas forcément à se déplacer au siège de la Comcom pour créer leur dossier, se mettre sur une liste d'attente, faire leur paiement, etc. Nous également, ça va faciliter notre travail à terme, enfin, la personne qui s'occupe de ça ici. Pour l'instant, c'est une charge de travail qui est très importante pour elle, de paramétrer, de gérer, de transférer toute la liste d'attente et les nouveaux contrats
Et ensuite, une fois que le logiciel sera bien rodé, ça va nous faciliter le travail, sachant qu'on on a l'objectif d'atteindre 90-120 vélos en permanence en location. Et puis, le logiciel va nous permettre aussi d'optimiser, de mieux gérer la vie des vélos, d'en tirer des statistiques, d'avoir même des indices de rentabilité, et puis de suivre toutes les maintenances et toutes les opérations qui sont faites sur les vélos. On s'est aussi équipé d'un TPE. Et donc, en ce qui concerne la maintenance, et puis j'arrêterai là, donc on est depuis septembre dernier lauréat de l'AMI TEN-MOD que vous avez dû voir passer aussi, qui est aussi un appel à projet de l'ADEME. Et donc, dans ce cadre-là, notamment, on a souhaité développer un service de proximité à destination de tous les habitants de la communauté de communes, et donc de créer, en ce qui concerne les VAE en location longue durée, créer différents points de contact sur le territoire. Comme je vous l'ai dit, on a un territoire qui est très étendu pour permettre un meilleur accès aux habitants de la communauté de communes aux services. Donc, la maintenance, maintenant, on l'a fait avec une société qui s'appelle Happy Cyclette, qui fait de la réparation de vélos itinérantes. On avait déjà organisé des ateliers comme ça l'année dernière, donc on a vu que ça pouvait fonctionner, la réparation de cycles dans les communes. Et là, donc, Happy Cyclette se déplace dans les communes pour distribuer les vélos, faire la maintenance et les réparer si besoin dans le cadre d'un SAV ou d'une casse. Voilà. Et puis, voilà, on va communiquer aussi sur ce service dans le cadre d'animation qu'on organise grâce à TEN-MOD. Donc, ça, c'est nos nouveaux vélos et nos nouveaux usagers avec des vélos personnalisés, encore plus personnalisés aux couleurs de la communauté de communes. Avant, ils étaient noirs. Voilà, classique. Voilà, j'espère que c'est... J'arrête le partage. Voilà, merci, merci Marcia pour cette présentation. Alors là, du coup, 2 retours d'expérience concrets. Je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat. Du coup, Thomas, je te laisse relayer les questions à nos intervenants. Oui, merci Agathe. Pas mal de questions dans le chat. Un premier ensemble de questions qui concerne la tarification, question à laquelle Marcia a déjà répondu au moins partiellement. Hein. Est-ce que vous avez des modes de tarification particulières pour des personnes, en particulier des tarifications qui sont en fonction des conditions de revenus, par exemple? Alors, sur Bondrobi, on a des tarifs qu'on n'a pas réévoqués. On est à 1 mois 40 €, 3 mois 100 € et 6 mois 180 €. Pour l'instant, le prix n'est pas rédhibitoire, mais c'est vrai que, comme je le dis tout à l'heure, compte tenu des caractéristiques d'une partie de notre population, on réfléchit à avoir des tarifs adaptés aussi aux revenus des habitants. Donc là-dessus, c'est une réflexion qui est en cours. Elle est déjà appliquée dans notre territoire, mais sur ces aspects tarifs, voilà, on en est là. Peut-être Marcia, si tu voulais compléter, tu avais évoqué la question de tarif pour les étudiants, mais peut-être il y a d'autres tarifications spéciales? Alors, on vient de mettre en place un tarif solidaire, c'est 50% de réduction, c'est pour les étudiants et les demandeurs d'emploi, personnes en insertion. Et après, avec le point accueil-emploi de la communauté de communes, nous, il nous arrive de mettre à disposition des vélos pour les personnes sur un temps court qui sont en recherche d'emploi, de stage. Voilà, on les met à disposition à tarif réduit ou gratuitement, mais sur des périodes beaucoup plus courtes. Merci. Il y avait également une question marché public qui s'adressait peut-être plus à Benoît et Priscilla, qui concerne donc l'achat auprès du vélociste. Voilà, est-ce que comment on a fait la première dotation de 20 vélos, on a fait une consultation en essayant, en respectant les marchés publics bien évidemment, que ce soit l'entreprise locale que je n'ai pas citée, qui s'appelle AMC7. Vous pouvez voir aussi sur son site internet, elle propose plein de choses sur les vélos, la politique vélo et différentes initiatives, et ça peut toujours être intéressant. Donc AMC7. Donc la première fois, on a fait une consultation en bonne et due forme. Et après, quand on renouvelle par petit nombre, sachant qu'on est moins de 40 000 €, donc on est libre de faire cette consultation quasi directe, avec un minimum de cahier des charges, bien évidemment. Mais voilà, donc la première fois, la grosse dotation, ça a été consultation, et après, c'est du direct. C'est un choix politique assumé. Hein. Merci, merci Benoît.
Je vois aussi que le logiciel évoqué par Marcia de gestion de la location intéresse beaucoup. Il y a la question du nom. Donc, Agathe a répondu. Il s'appelle Accent, je ne sais pas comment on le prononce. Il y a la question du coût aussi qui est posée par Arnaud. Combien a coûté ce logiciel? On est sur un logiciel qui coûte 5 000 € par an hors formation. Et le concurrent en direct coûte le double. Voilà, donc ça reste un investissement, mais qui pour nous, en fait, l'interrogation c'était qu'est-ce qui va être le plus difficile à compenser dans la hausse du nombre de vélos? Est-ce que c'est le temps humain alloué à la gestion de la flotte? On avait une gestion de flotte qui était quand même assez artisanale, ou sachant que le temps humain de la personne le temps de travail n'est pas extensible indéfiniment, et donc on a plutôt parti sur investir dans un logiciel pour pouvoir augmenter la flotte sans saturer notre assistante de tâches administratives un peu rébarbatives. Merci Marcia. Il y avait également des questions sur la durée de la location, mais j'ai l'impression que vous y avez répondu pendant vos présentations. Peut-être si on a encore le temps pour les questions, je voudrais remonter à une question qui a été posée un peu plus en amont par Aini de Mongeau et qui concerne le cautionnement. Aini, je vous propose éventuellement d'ouvrir votre micro et de prendre la parole pour préciser votre question sur le cautionnement. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, en fait, c'est vrai qu'on vient d'acquérir un parc de vélos et justement se pose la question des cautions, puisque nous, le but, ce serait de passer par des structures partenaires comme des centres socioculturels. Et ils nous ont tout de suite mis en garde sur la question de la caution, puisque l'idée, ce serait de mettre les vélos à disposition de bénéficiaires qui, très souvent, n'ont, par exemple, pas de carte bancaire ou même pas de compte bancaire à leur nom. Donc, en fait, on ne sait pas trop comment s'organiser pour quand même avoir une garantie derrière, sans pour autant pénaliser ce public qui, justement, est déjà en difficulté. Je ne sais pas si... Oui, Marcia? Alors, nous, on vient tout juste de mettre en place le système de caution parce qu'on ne vend plus les vélos à la fin. Donc, on s'est senti vraiment obligé de le faire avec des vélos neufs. On passe par un système de mandat CEPA sans prélèvement qui est facilité aussi par le logiciel, mais c'est possible de faire ça sans l'informatiser. Il n'est pas encaissé. Et j'ai oublié ce que je voulais vous dire ensuite, c'est catastrophique. Et on sait, il y a des systèmes, il semble, de garantie de caution pour les usagers. Ça, il faut que vous creusiez cette question-là. Certains fournisseurs de logiciels le font, mais ce n'est peut-être pas l'unique solution. Il y a des systèmes d'assurance de caution s'il y a un souci. Il faut que vous regardiez ce sujet-là. Voilà. Et avant, nous, on ne pouvait rien faire, on ne demandait ni chèque ni rien, puisque les gens achetaient les vélos. Merci Marcia. Peut-être d'autres réactions? Benoît, vous évoquiez aussi le même principe, que vous demandez une caution sans encaissement côté pays Baume-Droby, c'est ça? C'est ça, oui, tout à fait. Après, effectivement, sur les personnes en grande précarité, ça mérite de peut-être faire un travail avec les structures adaptées pour bien dimensionner cette question-là. Pour le mandat CEPA, la caution, ce n'est pas obligé que ce soit pour l'utilisateur du vélo. Ça peut être le compte en banque d'un tiers qui prend la caution pour l'usager. Voilà. Ok. Très bien, merci. Je propose de clore la séquence sur les vélos location longue durée avec un quiz de 5 questions que je vous partage dans le chat maintenant. Donc, n'hésitez pas à vous connecter et à répondre à ces questions pour passer en revue les différents points qui ont été abordés sur la location de vélos longue durée et voir si vous avez retenu les notions importantes et qu'on puisse que vous puissiez être acteur aussi du programme. J'en profite pour relayer à nos deux intervenants une demande sur des exemples de contrats de location, pour les territoires qui sont intéressés pour mettre en place un service. Je ne sais pas si c'est possible pour vous de nous transmettre ces éléments-là. Si oui, on pourrait les envoyer avec les diaporamas suite au webinaire, donc n'hésitez pas à nous les transmettre. Et pour les lauréats Vélo 2, vous avez également un exemple
Mathilde, qui est disponible sur l'intranet, sur l'espace collaboratif à Vélo 2. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot. Alors oui, il me semble, hein, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas pu avoir accès à cet espace, l'alimenter, mais il me semble, un exemple pour les services de vélo. N'hésitez pas, si vous avez vous-même des exemples que vous souhaitez mettre sur cet espace, vous pouvez bien évidemment. Il me semble qu'il y en a un déjà de disponible. Donc après ce webinaire, on pourra bien sûr également alimenter à nouveau cet espace collaboratif. Et j'en profite pour dire, bien sûr, si vous avez des soucis d'accès, bien sûr, vous revenez vers nous pour qu'on puisse vous y donner accès. Voilà, donc effectivement, il y a un exemplaire de Cœur de Savoie, la communauté de communes Cœur de Savoie, qui est disponible et du coup qu'on pourra partager dans les éléments de suite de ce webinaire. Donc vous êtes déjà plusieurs à avoir répondu au questionnaire. 33 participants, je ne sais pas si d'autres sont en cours de réponse et que si ça mérite d'attendre. Vos réponses, vous commencez à passer en revue. De toute façon, il n'y a pas de limite. Vous pouvez continuer à répondre au quiz, mais c'est vrai, peut-être dommage de le faire au moment où on débriefe des réponses. Mais comme le temps file et qu'il faut que l'on passe aussi ensuite à la thématique de l'aide à l'achat, je vous propose de passer en revue les réponses que vous avez abordées. Sauf que je ne suis plus au bon endroit, donc je vais... Merci Mathilde du coup d'avoir partagé le... Effectivement, Agathe, c'est Cœur de Savoie, un contrat de location VAE. Et je vais vous partager les résultats du quiz. Vous êtes 42 à avoir participé. Hop. Donc, la première question, vous avez bien répondu. Effectivement, les vélos longue durée, la location de vélos longue durée n'est pas l'apanage des territoires ruraux. Il peut être même complémentaire de systèmes de vélos en libre-service en milieu urbain, mais c'est vrai que c'est un système particulièrement adapté aux territoires ruraux et périurbains pour encourager la mobilité à vélo. Les modes de récupération, ça c'est des questions pièges qui sont un peu difficiles parce qu'on vous demande un mot précis, mais ça avait été rappelé pendant la présentation. Mais voilà, une des caractéristiques de la location de vélo longue durée, c'est que c'est un service humanisé avec un retrait, avec un lieu de retrait et de restitution qui est défini et qui, on l'a vu avec les retours d'expérience, est d'autant plus efficace lorsque il est réparti avec plusieurs lieux de retrait ou de restitution possibles sur le territoire en question. Combien de services de location longue durée ont été identifiés en 2019 dans l'étude de l'ADEME? On est à 162 services, donc effectivement un volume qui a fortement augmenté aussi par rapport aux précédentes études. Quel est le profil des usagers de vélos en location longue durée? Donc on a une majorité de bénéficiaires, d'utilisateurs féminins qui exercent une activité professionnelle avec une tranche d'âge entre 25 et 55 ans. Donc voilà, vous avez pu répondre à ça pour la moitié. Et la dernière question que vous avez tous répondu correctement, c'est le recours à un service de location longue durée a un impact sur la démotorisation des bénéficiaires. Et effectivement, l'étude de l'ADEME a bien démontré que l'impact était positif sur la motorisation et sur l'usage du vélo. Merci pour vos contributions au quiz et je vous propose du coup de passer à la deuxième partie de notre webinaire sur l'aide à l'achat de vélo. Donc, comment mettre en place une aide à l'achat de vélo avec à la fois, Mathilde, la présentation des données nationales issues de l'étude de l'ADEME sur cet aspect-là, puis un retour d'expérience de la communauté de communes du bassin de Pont-à-Mousson. Je te laisse la parole, Mathilde. Cette fois-ci, je sais où remettre mon micro. Donc voilà, effectivement, deuxième partie, c'est la question de l'aide à l'achat. Alors à nouveau, on retrouve un petit peu ce petit moyen mini mind map, on va dire, pour faire vraiment le tour de la question et aborder les points clés de l'aide à l'achat. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'aide à l'achat? C'est une aide qui permet d'obtenir un remboursement partiel avec soit un plafond à 25% du prix d'achat d'un vélo. Et le montant de l'aide va varier selon la collectivité, puisqu'effectivement, il n'y a pas de cadre réglementaire pour l'aide à l'achat. C'est la collectivité qui décide ce qu'elle peut donner et ce qu'elle veut donner et à qui. Alors, pourquoi l'aide à l'achat? On l'a vu, si le service de vélo location longue durée peut permettre d'encourager la pratique du vélo, bien l'aide à l'achat, et on l'a vu aussi avec les différents retours d'expérience, peut permettre vraiment de pérenniser cette pratique. Et il contribue, par extension bien sûr, à participer au report modal et comme alternative à la voiture individuelle.
Où ça? Eh bien, au sein des collectivités. Et puis, on a vu, tout peut dépendre aussi des différents critères géographiques pour l'aide à l'achat. Combien, c'est toujours une question assez importante, quel que soit donc combien en termes de montant de l'aide qui, on l'a vu, peut être variable. Là, j'ai pris un exemple extrait du guide Club des villes et territoires cyclables, donc le guide Le coût des politiques vélo. Par exemple, Nantes Métropole, donc c'était l'aide à l'achat d'un vélo cargo, triporteur ou biporteur, qui peut aller jusqu'à 300 €. Voilà, une aide qui peut aller jusqu'à 300 €. Et puis, effectivement, si en 2015, il y avait 36 dispositifs d'aide à l'achat, il y en a désormais 152 en 2020. Alors, comment aussi bien accéder à l'aide à l'achat que finalement étendre, enfin, démocratiser cet accès? Donc, ça peut être voilà, d'optimiser déjà cette aide pour les catégories à plus faibles ressources, en simplifiant par exemple les questions par une petite coquille administrative et les avances de frais, et quelle manière mettre en place cette aide à l'achat? Est-ce que c'est par la prime à l'achat, la signature d'une convention? Alors, les aides à l'achat, eh bien, ça peut concerner des dispositifs locaux, mais aussi eh bien, les vélos, hein, différents types de vélos. On retrouve les VAE, qui sont énormément concernés par justement ces aides à l'achat. Je crois que c'est 90 ou 89% de ces aides à l'achat concernent les vélos à assistance électrique, des vélos cargo, des vélos pliants. Donc, on voit à nouveau que l'offre s'est diversifiée concernant aussi l'aide à l'achat. Eh bien, qui sont les particuliers, mais aussi, il y a un enjeu, bien sûr, à l'étendre aux catégories à plus faibles ressources, hein, les étudiants, les demandeurs d'emploi. Donc là-dessus, je vais revenir sur un point important, mais on a, voilà, pour les éléments clés autour de l'aide à l'achat. Bien sûr, on pourra aller beaucoup plus loin en déroulant ces questions-là. Mais voici déjà les points centraux à aborder. Alors, quelques chiffres clés, toujours issus de l'étude, de l'actualisation de l'étude de 2020. C'est 152 services identifiés, 4 fois plus qu'en 2015, et qui touchent qui couvrent 39 millions d'habitants. Donc, on a un montant d'aide locale moyen de 230 €. Et on le voit sur la carte, hein, c'est vrai que donc ce qu'on voit sur cette carte, c'est qu'on a quand même, comme pour les vélos à location longue durée, des dispositifs qui couvrent l'ensemble du territoire, qui ne le maillent pas forcément, mais qui couvrent en partie le territoire national, avec quand même des territoires qui vont porter plus que d'autres certaines aides. On le voit avec les régions notamment, puis aussi les EPCI qui vont beaucoup peut-être mettre en place ces dispositifs. Alors, ce qu'il faut savoir également avec les aides à l'achat, c'est que, eh bien, elles bénéficient notamment, je vais revenir sur cette slide, elles bénéficient beaucoup aux catégories au CSP+, et il y a en fait un enjeu à avoir des aides qui vont être réservées et bonifiées pour les ménages avec les ressources les plus faibles. Mais aussi, en fait, il y a tout un enjeu à aller vers des dispositifs d'aide à l'aide à l'achat de vélos d'occasion. Parce que le marché de l'occasion, vraiment, il est prolifique, et la question, elle est vraiment pertinente, puisque cet enjeu, c'est vraiment un enjeu important pour les ménages les plus modestes, de justement les accompagner en achetant des vélos qui soient d'occasion, mais de qualité. Et derrière cet enjeu, se joue aussi cette question importante de la sécurité, hein, de rouler avec un vélo d'occasion de qualité, qui assure vraiment la sécurité et du coup la mobilité. Donc, il y a vraiment un intérêt là-dessus à creuser cette question d'ouvrir les aides à l'achat au marché aussi de l'occasion. Alors, quels impacts permettent ces aides à l'achat? Donc, ils contribuent aussi à mettre en lumière l'usage bénéfique du vélo. Et on voit aussi que, via ces aides à l'achat, 63% des bénéficiaires ont diminué leur usage de la voiture. Et si on revient aussi à la synthèse comparative en termes de profil, on le voit, la part des femmes est moins importante qu'on a pu le voir avec les vélos en location longue durée. Simplement, on voit à nouveau via ces chiffres l'intérêt d'aller toucher les personnes qui ont de faibles ressources. Quelques mots de conclusion en fait qui mettent en parallèle justement ces deux services. Donc on le voit avec cette slide en fait, il faut voir en fait qu'il faut lire en regardant ces graphiques que 90% des métropoles françaises disposent d'au moins un service vélo. Et certains échelons, donc en cohérence aussi avec leurs compétences obligatoires, telles que les régions, métropoles, les communautés urbaines, communautés d'agglo, vont être plus dynamiques sur plus de l'ensemble des services vélos.
Alors en termes d'impact, eh bien on le voit, hein, ces deux services-là sont complémentaires et ont des impacts sur la mobilité, puisqu'en fait les services ne mobilisent pas les mêmes cibles, si bien que ça a du sens d'avoir une diversité de services pour toucher justement une diversité de population. Et par conséquent, ça confirme l'intérêt d'avoir un bouquet de services. Mais il apparaît que le vélo, le dispositif de vélo location longue durée et puis les aides à l'achat pour pérenniser sont complémentaires et sont des services dont l'impact sur la mobilité est vraiment le plus significatif. On a aussi des impacts, bien sûr, sur la baisse annuelle des émissions de CO2, puisque ces deux services touchent le report modal, mais aussi de la démotorisation, et contribuent aussi à des objectifs de qualité de l'air. Et pour terminer, ce qui est important aussi, c'est la question du coût, qui est, on l'a vu, très importante dans ces dispositifs-là, puisqu'on ne peut forcément rien faire sans aborder cette question assez centrale. On a la question de l'efficacité économique au kilomètre qui peut être plus ou moins forte en fonction du service. Par exemple, le vélo location, le VLS peut être plus ou moins efficace du fait de leur coût et de l'usage, et plus ou moins important également. Donc on le voit par contre sur ce graphique, c'est qu'en fait les ateliers réparation et l'aide à l'achat, ont un coût au kilomètre parcouru qui est en fait exceptionnellement bas, comme on peut le voir. Voilà, c'est terminé pour moi. Juste pour vous dire, il y a d'autres sur les diapositives qui vous seront transmises, enfin auxquelles vous aurez accès. Vous retrouverez, je les passerai rapidement, différentes données sur ces différents services. Donc je vous les ai laissés volontairement, je ne vais pas les aborder parce que ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, mais vous pourrez les retrouver et feuilleter également en parallèle cette actualisation de l'étude des services vélo. Merci Mathilde. Donc effectivement, l'étude qui est très dense et qui est déclinée en plusieurs formats, des formats en rapport, des formats infographie et résumés, du coup qui permettent d'avoir accès aux principaux enseignements assez rapidement aussi. Exactement. Merci Mathilde. Et du coup, je vais passer la parole au retour d'expérience sur l'aide à l'achat de vélo qui illustre bien le propos de Mathilde sur la complémentarité des systèmes, où là, on a un territoire qui a d'abord mis en place une aide à l'achat et qui envisage maintenant, qui réfléchit à la mise en place de services de location de vélo longue durée. Donc, Paul Marco, vous êtes responsable mobilité à la communauté de communes du bassin de Pont-à-Mousson et je vous passe la parole. Voilà, il faut mettre la présentation. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Très bien. On voit votre fenêtre et pas votre présentation encore. Voilà. Vous voyez ma présentation? Oui. Oui, elle n'est pas forcément. Oui, elle va être en. C'est bon? En plein écran. Oui, oui. Alors, c'est en cours. Vous pouvez mettre à partir de la diapositive actuelle, peut-être que ça sera plus facile. Non, ça ne se met pas en plein écran. Reprendre le diaporama. Vous avez une petite fenêtre, peut-être qu'il faut cliquer sur reprendre le diaporama, là. Juste à côté, là. Ouais, je sais pas. Ah. Et si vous cliquez sur reprendre. Vous avez une petite fenêtre qui s'affiche juste à côté de vous partager tout votre écran. Juste à côté, vous avez diaporama et en dessous, reprendre le diaporama. Si vous cliquez là sur reprendre le diaporama, est-ce que ça fonctionne? Non. Et là, on voit le... Ici, il faut aller dans paramètres d'affichage. Alors. Paramètres d'affichage. Basculer entre le mode présentateur et diaporama. Ouais, basculer. Voilà. Et c'est tout bon, merci. Très bien. C'est très bon. Très bien. Bonjour, donc Paul Marco, de la communauté de communes du bassin de Pont-à-Mousson. Donc rapidement, juste pour vous présenter un petit peu notre démarche, qui a été tout d'abord de faire un avant-projet et une étude en interne. Et aujourd'hui, on a lancé une étude on a mandaté une assistant maîtrise d'ouvrage pour faire nos schémas de directeur mobilité douce. Donc la collectivité, elle comprend 40 960 habitants, 31 communes. Donc on a la chance d'avoir un axe structurant qui est la véloroute voie verte qui traverse notre territoire du nord au sud. Et on a donc fait comme projet de territoire de raccorder les 6 communes qui sont aux limites de cette voie structurante.
qui aujourd'hui est utilisé par de nombreuses personnes internes à notre territoire, mais aussi des gens qui viennent de l'extérieur, notamment touristes, et aussi les gens qui font le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Donc cette voie verte est pour nous un axe structurant. Ensuite, on a déterminé, je dirais, une zone dense de notre territoire, où on a ici une ville-centre de 15 000 habitants, avec des villes agglomérées, des communes agglomérées tout autour, et ici des zones industrielles, dont certaines ont plus de 1000 employés. Donc pour nous, un des axes forts pour mettre en place des services, mais aussi les aménagements, c'est sur ce milieu dense. En sachant que du nord au sud, il y a à peu près 30 km. Donc ensuite, on a travaillé aussi sur l'axe touriste, c'est-à-dire qu'on a déterminé des chemins, des parcours touristiques, donc différentes boucles, en lien justement avec la V50, pour justement dynamiser aussi, créer une dynamique autre que le déplacement vélo, comment dirais-je, pour aller au travail ou pour le loisir, mais aussi pour le tourisme, notamment ceux qui viennent de l'extérieur visiter notre territoire. Et on a déterminé donc une carte qui est la jonction de toutes nos communes vers les communes en périphérie, en lien avec la voie verte, mais aussi les entrées de notre territoire, les différents axes d'entrée sur notre territoire, pour avoir une vision plus globale et aussi communiquer avec les territoires périphériques aux nôtres, de telle sorte à travailler et avoir une réflexion globale, non pas que sur notre territoire, mais aussi en lien avec l'extérieur. Donc, pour dynamiser la pratique du vélo, donc on a mis la prime vélo, soutien à l'acquisition du vélo, assistance électrique. Donc, le but est d'encourager la pratique du vélo, au déplacement du quotidien. Donc les conditions sont le vélo assistance électrique, on exclut les VTT et on a mis deux primes. Une prime, tous les 3 ans, on peut avoir une prime donc de 30% pour le premier achat, plafonné à 200 €, 30% de la valeur du vélo, et une seconde prime de 30% du prix d'achat, plafonné à 100 € par foyer fiscaux. Donc, la communication, on a fait des articles de presse locale, le bulletin communautaire de la collectivité, site internet, les réseaux sociaux, l'affichage au sein des établissements communautaires, type piscine, médiathèque, conservatoire, etc. On a fait aussi des communications au sein des magasins spécialisés auprès des clients et auprès des clients concernés. Donc, le budget et les chiffres clés, la communauté de communes a attribué une enveloppe annuelle de 20 000 €. Donc, ici, on peut avoir le bilan de 2021. C'était lancé au 1er juillet 2021. Il y a 93 primes qui ont été données. Le moyen des primes est de 175,25 €. Le montant moyen des VAE est de 1 871 €. Le budget utilisé en 2021 est de 16 098 €. Le nombre de sollicitations de la deuxième prime est de 15. Et le nombre de magasins sur lesquels on a mis de la publicité est de 26. Alors, et puis l'âge moyen du demandeur est de 57 ans. On voit ici au 3 mars de cette année, donc on a 29 primes qui ont été attribuées. Le valeur du prix moyen de la prime a augmenté, on est pratiquement à 200 €. La valeur, bien évidemment, des VAE a également monté puisqu'on est à 2124 €. Le budget utilisé aujourd'hui, il est de 5595 €. Et la moyenne d'âge est de 56 ans. Aujourd'hui, notre réflexion par rapport à cette prime en complémentarité, comme il a été évoqué lors de la présentation du webinaire, on a d'autres actions de sensibilisation à la pratique du vélo, type le programme C2E Mobi, qui est en cours dans plusieurs établissements scolaires. Aussi, on va ouvrir cette année un service de location de vélos électriques à longue ou moyenne durée, donc 1 mois, 3 mois, 6 mois et voire 1 an. J'ai bien entendu que beaucoup d'expériences qui ont été exprimées aujourd'hui n'ont pas souhaité faire cette location de 1 an. On a fait le choix de prendre des vélos avec des moteurs sur la roue avant pour éviter d'avoir qui est plus facile à entretenir.
des vélos à transmission de cardon géolocalisés avec un service d'aide à l'exploitation et aussi un service d'aide à l'information voyageur. C'est-à-dire que la personne qui loue le vélo, elle pourra voir le nombre de kilomètres parcourus, l'état de sa batterie. On a la possibilité de bloquer le vélo à distance, de le forcément géolocaliser en cas de vol, mais aussi de couper le moteur à distance. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Ensuite, on souhaite mettre des ateliers de réparation pédagogiques pour la pratique du vélo. Et puis, eh ben, comme je l'ai évoqué tout à l'heure en début en présentation, il y a le schéma directeur des modes doux qui est en cours de réalisation. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci pour ce témoignage. Et du coup, on peut arrêter le partage. Et je vais passer la parole à Thomas pour relayer des questions qui concernent l'aide à l'achat. Oui, il y a quelques questions, puis qu'on pourra peut-être compléter par des questions qui ont été déjà posées dans le board au début de notre webinaire. Une question posée par Jules Ebeuve qui pose la question du caractère réglementaire ou pas du 25% du montant d'achat à vélo. Donc, pourquoi ce plafond et est-ce qu'il est réglementaire? Peut-être une question pour Mathilde. Alors, Agathe avait pris le temps d'y répondre, hein, d'accord. comme quoi le plafond est observé. Et on a vu l'exemple justement des bassins de Pont-à-Mousson qui plafonnent l'aide à 30%. Voilà, mais c'est un plafond généralement, un plafond moyen observé, mais pas forcément réglementaire. Merci Mathilde, j'avais pas vu que c'était la question. Merci Agathe. Avait fait l'objet d'une réponse par Agathe. Une question sur le type d'acheteur, donc de Monsieur Guicher. Peut-être, je ne sais pas si elle est adressée à notre dernier intervenant ou à Mathilde sur la répartition des acheteurs par catégorie socio-professionnelle et qui pose également la question de la pertinence de cette aide dans des territoires où les populations sont plutôt aisées, pour peu qu'il y en ait ce type de territoire. Alors, la personne a indiqué question à l'intervenant. Je pense que c'était à Monsieur Marco. Oui, alors aujourd'hui, nous, si vous voulez, sur la catégorie sociale des personnes, on n'a pas d'informations, on sait juste la tranche d'âge. Aujourd'hui, on a une tranche d'âge de sac, mais on peut penser que c'est plutôt des personnes actives, vu le prix des vélos, 1800, 2000 euros. Donc, c'est plutôt des gens qui ont un revenu, certes, certainement confortable. L'objectif, tout de même, est de faire découvrir d'inciter à l'achat du vélo, marquer notre territoire par les usagers qui vont pratiquer le vélo et de façon concrète et ça va se voir. Je dirais que complémentaire à ça, pour les gens qui ont un revenu, je dirais, moindre, qui n'ont pas forcément les capacités d'investir tout de suite dans un vélo à 2000 euros, peut-être que le vélo à longue durée, moyenne longue durée, est un moyen d'y répondre. Je pense que la complémentarité, elle va aussi dans ce sens-là et que certains comment dirais-je, services ou aides, malheureusement, on pourrait pas faire une aide à 1000 euros pour favoriser les gens parce que le budget ne permettrait pas de comment satisfaire un grand nombre de personnes à 1000 euros. On aurait vite épuisé notre budget. C'est la difficulté. Je pense que par rapport à ces personnels-là, il faut peut-être développer des vélos en location avec des tarifs, comme j'ai entendu tout à l'heure, des tarifs peut-être modérés pour les personnes à faible revenu. Merci Paul. Si on a encore un petit peu de temps pour les questions, peut-être revenir sur les questions posées lors de l'interpellation des participants en début de webinaire. Pas mal de questions qui concernent la gouvernance, toujours, on y revient à chaque fois. Est-ce que on a besoin de quelles compétences pour mettre en place une aide à l'achat? Est-ce qu'il faut forcément être autorité organisatrice de la mobilité ou est-ce qu'une commune peut mettre en place cette aide si la communauté de communes est AOM? Je ne sais pas s'il y a des éléments de réponse du côté de Paul ou de Mathilde. Alors, je reconnais que c'est une bonne question. C'est en fonction de la collectivité. Alors, si on voit, peut-être je pourrais repartager, on voit une carte, je me permets, du coup, hop, le temps de vous partager mon écran, ça sera plus parlant. Est-ce que vous le voyez bien?
On voit très bien. Super. Si vous voyez l'actualisation de cette étude, effectivement, on a aussi bien donc, des régions, des départements, des EPCI que des communes. Donc, il semble que le fait d'être AOM n'est pas un critère pour mettre en place ou non une aide à l'achat. Puisque vous voyez, on a différentes communes, notamment dans le nord, du coup, qui ont mis en place des aides à l'achat, également des régions. Donc, voilà, être AOM n'est pas un critère pour pouvoir mettre une aide à l'achat. Merci, merci Mathilde. Oui, Paul voulait intervenir peut-être? Je voulais dire que je confirmais ce qui vient d'être dit. On n'a pas besoin d'être AOM pour mettre une prime à l'achat. Merci. Merci Paul. Et puis peut-être une dernière question qui concerne le budget. La réponse est peut-être dans les chiffres que tu as déjà proposés, Mathilde, dans la présentation générale, mais c'est peut-être une question où il peut y avoir un rappel sur ces sujets-là. Est-ce qu'il y a un budget type recommandé alloué par an et par habitant pour l'aide à l'achat, hein, et aussi une autre question corollaire, c'est quelle enveloppe budgétaire prévoir pour la première année, sachant que ça va aussi dépendre de la taille de la collectivité. Exactement. Alors, en montant moyen des locales, on serait plutôt autour de 230 €. Mais il y a d'autres exemples, toujours issus, par exemple, du coût des politiques cyclables, pardon, le coût des politiques vélo, ça peut aller, je crois on a des exemples qui montent jusqu'à 600 ou 800 €. Donc, en fait, c'est une question qui est assez finalement complexe puisque tout va dépendre finalement des moyens de la collectivité, de ce qu'elle souhaite mettre en place et bien qui elle va souhaiter aussi aider, puisqu'on a vu il y a quand même un enjeu, et on l'a vu aussi à travers l'exemple de la présentation de M. Marco, de toucher finalement, d'aller chercher des personnes qui ont des ressources un peu plus faibles. Oui. Donc, ça, c'est le montant par vélo. Mais la question, telle que je la comprends sur le bot, c'est est-ce qu'il y aurait un montant idéal par habitant, en fait, et par an pour budgéter l'enveloppe globale pour une collectivité? C'est une réponse. Pour le coup, là, je vais devoir creuser la question. Je vais la noter, la creuser et essayer de me renseigner un peu plus à ce sujet. Je n'ai pas tout de suite la réponse actuellement. Oui, c'est une question d'expert, là. Et Alors, moi, il me semble dans l'infographie sur les aides locales à l'achat de vélos que l'ADEME porte des objectifs de 5 aides pour 1000 habitants par an. Peut-être que ça c'est un élément de réponse. Alors, tout à fait. Que ce volet-là. On est aussi à 3 aides pour 1000 habitants en 2019. Alors, c'est vrai, quel est le montant précis de cette aide. Mais oui, Agathe, effectivement, là, pour le coup, pour l'actualisation, on est sur 3 aides pour 1000 habitants. Si on multiplie par le taux d'aide moyen, on arrive assez facilement à un ratio à ordre de grandeur. Okay. À noter aussi sur ces questions d'accompagnement et de comment faciliter l'accès à la fois aux services de location longue durée et à la fois aux aides à l'achat, que ça a été mentionné, il me semble, mais que du coup les employeurs doivent aussi contribuer jusqu'à 50% du coût des services de location longue durée. Donc c'est aussi une façon peut-être de réduire la charge pour le bénéficiaire et ouvrir aux personnes qui ont de moindres revenus. Je ne sais pas si Mathilde, tu valides, mais en tout cas, ça peut être des choses aussi complémentaires et importantes de valoriser. Tout à fait. Faire connaître. Il y avait une question aussi sur est-ce qu'on a un endroit qui agrège l'ensemble des aides existantes. Il me semble que dans le cadre de l'étude de l'ADEME réalisée entre 2019 et 2021, il y avait un moteur de recherche qui avait été mis en place sur le site du constructeur Moustache. J'ai pas l'impression qu'il soit encore à jour et je sais pas si c'est un outil à valoriser, Mathilde, mais c'était un outil assez simple pour visualiser un ensemble de données. Je vois que là, sur leur site, je peux partager le lien si ça vous semble pertinent. Les dernières données sont à jour du 21 janvier 2021. Donc, il faut croire qu'il n'est pas forcément alimenté. Je ne sais pas s'il y a d'autres outils qui étaient prévus pour agréger l'ensemble des aides existantes. Pour moi, du coup, Agathe ? Oui. D'accord. Alors là, je vais être honnête, pour le coup, la spécialiste de cette étude, c'est surtout Élodie Trouchesec. Donc là-dessus, c'est pareil, je ne sais pas au niveau de cette agrégation de données. Donc, je ne vais pas pouvoir vous apporter la réponse tout de suite à ce sujet.
C'est peut-être un premier outil, en tout cas l'outil de Moustache. Il me semble qu'il avait été réalisé par le cabinet Indigo en lien avec Moustache. Voilà, on vous partage, c'est pas exhaustif, mais bon, c'est un premier élément. Est-ce que Thomas, il y avait d'autres questions à relayer? Il y en avait peut-être une dernière, mais peut-être du coup inviter M. Guichard à s'exprimer, qui posait la question des partenariats possibles et des moyens de financement de l'aide à l'achat. Et ensuite, il pose la question d'expérience d'achat groupé par des collectivités. Donc, du coup, ça fait penser à des achats de vélos. Donc, peut-être si M. Guichard peut ouvrir son micro pour expliciter sa question. Oui, bonjour. Alors, c'est madame. Mais ah, madame, pardon. Excusez-moi. C'est pas très grave, c'est pas facile à deviner avec des initiales. Oui, nous, on est une collectivité dans les Monts du Lyonnais où les élus sont pas très favorables à octroyer une aide à l'achat, notamment en vélo assistance électrique, puisqu'on est dans un territoire plutôt de montagne ou très vallonné. Principalement parce que ce n'est pas une collectivité très riche, donc elle ne prévoit pas d'accorder des moyens là-dessus. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a, et pour tout vous dire, il y a déjà quelques années en arrière, on avait quand même bénéficié de TEP-CV dans lequel on avait mis une petite enveloppe pour l'aide à l'achat. On n'a jamais renouvelé cette expérimentation. C'est une enveloppe qui a été, entre guillemets, consommée très, très vite. Donc, voilà, ça fait peur aux élus de reprendre ça. Donc, est-ce que il y a est-ce qu'on peut voilà, il y a des aides possibles telles que TEP-CV qui a existé à une époque pour pouvoir remettre ça en place. Et puis, la deuxième question, c'est plutôt que mettre ça en place, c'est est-ce qu'il y a des collectivités qui auraient organisé effectivement des achats groupés de vélos à assistance électrique pour aider justement organiser des achats groupés pour des particuliers, en fait, pour justement faire diminuer le montant, le coût d'achat du vélo. Si on achète des achats en groupé, on arrive à faire réduire, quoi. Est-ce qu'il y a des collectivités qui ont ce genre d'expérience ? Pas des vélos donc pour la collectivité, mais pour pouvoir remettre aux habitants derrière, quoi, pour faciliter cet achat à un groupement d'habitants. Eh ben, très bien, ça fait un peu le lien. C'est une question qui peut aussi faire l'objet d'une réponse de tous nos intervenants. Donc, s'il y a parmi nos intervenants des personnes qui ont des retours d'expérience pour répondre à Madame Guichard, n'hésitez pas à intervenir. Je me permets sur ce sujet de mentionner des aides de C2E, donc encore de certificats d'économie d'énergie qui peuvent venir intervenir et réduire le coût, la charge pour la collectivité de l'achat de vélos assistance électrique. Il y a des données et des informations qui sont disponibles à ce sujet dans le rapport relatif aux aides à l'achat de l'étude de l'ADEME présentée par Mathilde en pages 25 et 26. Et du coup, dans ce cadre-là, il faut atteindre un certain seuil de dépenses et donc il est fait mention du retour d'expérience de Grand Lac, la communauté d'agglomération Grand Lac, qui s'est regroupée avec des collectivités voisines pour bénéficier de certificats d'économie d'énergie pour l'achat de vélos. Donc, ça peut être un retour d'expérience et un outil intéressant à mobiliser dans votre cas dans les Monts du Lyonnais. Et peut-être que ce sera du coup une question à reporter sur la conversation de l'espace collaboratif pour avoir plus de retours d'expérience. On note effectivement si les intervenants ont des retours sur des achats groupés, n'hésitez pas à prendre la parole. Mais si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est peut-être parce que ça ne vous concerne pas. Je vous propose du coup de passer à la dernière phase de notre webinaire. Il y a encore des questions dans le chat, n'hésitez pas à échanger, du coup, à contribuer les uns et les autres. Et peut-être de passer la parole à Flavien, du coup, pour à la fois nous faire un retour sur le board initial qui a été parfaitement rangé depuis le début du webinaire et peut-être rappeler les participants à contribuer sur un deuxième tableau. Merci Agathe. Eh bien, en effet, je vous présente ma chambre que j'ai rangée avec tous vos post-it. Et puis, du coup, plutôt sur le côté gauche de l'écran, vous pouvez voir les questions que vous avez posées et qui traitent quand même plus spécifiquement des vélos en location longue durée. Voilà, plutôt ici. À droite, on a ce qui traite plutôt de l'aide à l'achat. Et j'ai positionné plutôt au milieu des questions qui sont parfois un peu transversales, un peu questions diverses. Et donc, en fait, on les a organisées de cette manière pendant que vous étiez en train d'écouter les intervenants
On voit que sur la question des vélos en location longue durée, il y avait des questions qui se posaient sur les caractéristiques techniques, à la fois des caractéristiques techniques qui traitent du système de location et puis des caractéristiques techniques sur la flotte de vélos. Ensuite, il y avait des questions sur la méthodologie de mise en place, par quoi on commence par exemple. Ensuite, justement, quand tout ça a été installé, il y a des questions sur la maintenance, l'entretien, la gestion du système. Donc, on espère qu'on a répondu à un certain nombre de ces questions et on pourra poursuivre les échanges justement dans l'espace collaboratif si besoin. Il y avait des questions sur la gouvernance, donc ces questions-là, elles étaient un petit peu partagées entre les deux thématiques. Certains d'entre vous qui étaient en attente de retour d'expérience, donc on a commencé à répondre un peu à ces questions avec les personnes qui ont pu témoigner. Et puis sur l'aide à l'achat, il y a deux thématiques qui ressortaient en particulier. Il y avait la sélection des bénéficiaires. Comment est-ce qu'on pouvait justement choisir des conditions d'attribution, regarder en fonction des taux d'imposition comment est-ce qu'on pouvait faire. On retrouve un peu des questions qui ont été posées dans le chat. Et puis la question de l'enveloppe budgétaire allouée à l'aide à l'achat. Puis quelques questions diverses qui ont été repositionnées ici, notamment sur les questions de transition et de complémentarité entre les deux services. Et bien voilà, on a parlé de deux services en particulier, mais les services vélo dans les territoires, ça n'est pas forcément uniquement des services de location de vélo longue durée et des aides à l'achat, mais il peut y avoir d'autres types de services. Et du coup, certains d'entre vous avaient déjà anticipé cette partie conclusive, où là, l'idée qu'on a, c'est de vous faire vous exprimer sur d'autres services vélo sur lesquels vous auriez des besoins complémentaires. Et du coup, ça pourra être l'occasion d'organiser un autre webinaire ou en tout cas de travailler sur cette question et de voir de quelle manière on pourrait répondre à ces besoins. Du coup, eh bien, ce qu'on vous propose, c'est le même système que tout à l'heure de post-it. Il n'est pas révolutionnaire, mais il nous permet quand même de capter vos idées. Et donc, ce que je vous propose, c'est de revenir dans le klaxon pour ceux qui auraient des besoins complémentaires sur l'axe 2 du programme Avélo 2, soutenir l'expérimentation de services vélo dans les territoires et de nous faire part ici dans cet espace qui est celui du dessous sur le tableau klaxon, justement de ces besoins. Voilà, pour donner des exemples, une personne tout à l'heure qui avait d'ores et déjà parlé des stations d'entretien de vélo, quels étaient les conseils d'implantation. Soyez libres de nous faire part de vos demandes et merci encore pour votre contribution active sur la partie recensement des questions de tout à l'heure. Je me permets juste de lire ce que j'ai écrit du coup dans la discussion sur la fameuse question du lien qu'a mis Agathe, qui est effectivement un agrégateur. Donc, c'est effectivement un outil qui a été mis en place via l'étude, qui a été relayé par Moustache Bike sur ce lien. Et vous pouvez faire le test. Moi, j'ai par exemple tapé Rennes et on a effectivement la communauté de communes du Val-d'Aubigné qui ressort avec les dispositifs. Donc, c'est effectivement une base de données qui recense les consignes sécurisées à travers le territoire, donc avec les solutions de location vélo et aussi des aides à l'achat. Voilà. Merci pour le complément. Mais du coup, juste pour redonner quelques éléments sur ce qui ressort, et puis n'hésitez pas, hein, s'il y a d'autres idées qui vous viennent, y compris 5 minutes après le webinaire, vous pouvez revenir dessus, le lien sera toujours actif. Mais on voit des choses qui ont trait à l'apprentissage du vélo, soit remise en selle, soit la vélo-école, donc apprentissage du vélo à tous les âges. On voit des choses qui traitent des aires de service vélo. Il y avait déjà quelque chose qui suggérait ça au début. Les ateliers de réparation vélo aussi. Donc, ça va être à nous de voir comment est-ce qu'on traite ça et comment est-ce qu'on peut vous proposer finalement des temps d'échange complémentaires sur ces autres services vélo qui peuvent faire partie de l'axe 2 de vos projets à Vélo 2. Effectivement, sur un sujet un peu connexe, hein, mais proche sur les questions des équipements le long des itinéraires cyclables, alors qui peuvent être à vocation utilitaire ou à vocation touristique. Il y a le réseau de collectivités vélo et territoire qui organise un webinaire le 1er avril, il me semble, sur la thématique. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à vous pencher sur la question. Et tout à l'heure, il était mentionné dans le chat le fait qu'une
qu'un dispositif d'aide à l'achat, il me semble, existait dans un territoire qui n'était pas présenté sur les cartes de Mathilde. Donc, sachez que sur le moteur de recherche de Moustache Bike, il est possible aussi de les contacter pour mentionner un service qui n'est pas existant. Donc, si vous voyez que votre territoire ne ressort pas sur cet outil, n'hésitez pas à prendre contact. Ça pourrait être intéressant de le compléter, même si aujourd'hui, on n'a pas forcément la visibilité sur l'attention, l'énergie qui est mise par Moustache Bike pour mettre à jour le moteur de recherche. Il a quand même l'avantage d'être disponible. Et donc, vous pouvez aussi voter pour les thématiques qui vous semblent pertinentes. Vous êtes plusieurs à l'avoir fait. C'est assez intéressant pour hiérarchiser, prioriser à la lecture du board. Je ne sais pas si Flavien, tu veux nous en faire un petit retour. Non, du coup, je vois que par rapport à ce qui tranche, ou en tout cas ce qu'on n'a pas fait pour le moment, il y avait une personne qui est intéressée par ce qui se faisait dans les autres pays. C'est vrai que ça pourrait être intéressant d'aller chercher des éléments de ce côté-là. Parmi les demandes un petit peu originales, enfin, c'est peut-être la manière dont c'est formulé, peut-être que ça renvoie aux questions d'apprentissage du vélo, mais quel accompagnement de soutien type coaching? Alors j'imagine que c'est pour les personnes qui veulent se mettre au vélo. Voilà, et puis il y a aussi la question de l'emport des vélos dans les véhicules de transport en commun qui est sans dispositif d'emport. Une question un peu précise qui est posée. Et ça renvoie à des sujets d'intermodalité dont on a d'ores et déjà prévu de vous parler. C'est rassurant pour la suite. Merci, et puis on garde tout ça précieusement et de toute façon le board sera aussi disponible a posteriori du webinaire, donc n'hésitez pas à compléter si vous êtes en train de préparer des post-it. Merci Flavien. Et du coup, je passe la parole à Mathilde pour conclure ce webinaire, ce 6e webinaire à Vélo 2. Oui. Merci beaucoup à tous. Donc effectivement, donc on l'a vu au travers les différentes présentations et les retours d'expérience. D'ailleurs, j'en profite tout de suite pour tous vous remercier. Donc d'abord Marc Lanfranchi du CEREMA, Benoît Perizet. Alors nous n'avons pas eu le nom de Madame Priscilla. Donc je ne sais pas quel était son nom. Je l'appelle Madame Priscilla de la communauté de communes du pays de Baume-Drevy. Il n'y a pas de souci. Et Marcia Delay, une compatriote bretonne de la communauté de communes de Val-d'Île-d'Aubigné. Et Paul Marco du communauté de communes bassin de Pont-à-Mousson. Donc bien sûr pour vos contributions, et comme l'a dit Agathe, vraiment très inspirantes, retour d'expérience vraiment très intéressant et qui nous montre du coup que ces dispositifs, ces services que sont entre autres, puisqu'il y en a d'autres que les vélos location longue durée et l'aide à l'achat, ce sont vraiment des services qui ont toute leur place dans le développement et la pérennisation de la pratique quotidienne du vélo, et qui démontrent vraiment l'importance d'un service qu'il faut vraiment savoir dimensionner, aussi bien en fonction du territoire, de ses caractéristiques, de ses contraintes, que ce soit en termes de relief, la question de la saisonnalité aussi, mais aussi en fonction de la cible ou des cibles du service qui vont permettre, par exemple, d'arrêter son choix sur différents types de vélos pour mettre en œuvre ce service, mais qui vont répondre aussi aux enjeux spécifiques du territoire et qui englobe également la question importante de la tarification pour permettre à chacun d'avoir accès à ce service. Question de la tarification qui peut aussi se décliner avec les questions du coût qui a toute sa place dans la réflexion, que ce soit le coût d'un vélo, le coût pour y accéder. Et enfin, en parlant de dimensionnement, c'est aussi ce qui a été démontré, dimensionner la charge de travail. On l'a vu, les services location, ces dispositifs de location longue durée, touchent à des caractéristiques administratives, financières, techniques. Donc, il y a vraiment une importante réflexion à avoir. Et comme derrière tout projet, la question des moyens, pas uniquement financiers, mais des moyens humains, est vraiment centrale pour porter le projet, pour assurer aussi bien son maintien que sa pérennisation. Donc, on voit que finalement, quel que soit l'angle choisi pour la gestion du service, quelles que soient les caractéristiques qu'on va mettre derrière ce service, il va y avoir des contraintes. Donc, il y a certains points de vigilance à garder à l'esprit. Donc, Marc Lanfranchi l'a montré. Une durée longue fait que le vélo a peut-être besoin d'être moins réparé, mais cela ne permet pas de faire tourner le vélo et ça peut aussi entraîner des listes d'attente plus importantes.
On a vu aussi qu'il y avait un dépôt de garantie qui peut être un gage d'assurance, mais ça peut être un frein à la pratique. Donc, voilà des différents points qui ont été démontrés et qui montrent aussi, qui confirment aussi que l'aide à l'achat, les vélos location longue durée sont des dispositifs qui nécessitent une réflexion vraiment importante en amont. Mais derrière cette mise en œuvre, eh bien, on le voit aussi, se trouve également un enjeu clé qui est celui de l'accès à la mobilité vélo. Voilà, donc voilà pour moi. Donc je voulais voilà, à nouveau tous vous remercier, tous les intervenants, puis bien sûr le CEREMA avec Agathe, Thomas et Flavien qui vraiment mettent toujours en œuvre des outils, des quiz, des boards klaxon toujours très pertinents pour vraiment amener du contenu de qualité. Donc merci encore une fois à vous. Et puis sur ce, à moins qu'il y ait d'autres questions, eh bien, je vous souhaite à tous une très bonne fin d'après-midi. Merci Mathilde, et on en profite pour inviter au prochain webinaire, Thomas. Oui, juste un mot pour vous inviter au prochain webinaire. Donc, c'est le 5 avril, c'est dans 15 jours. C'est un webinaire particulier parce que c'est un webinaire dont les places sont limitées. Vous ne pourrez être que 60 maximum à y participer. Et l'idée, c'est de vous faire contribuer sous forme d'un atelier donc, dit immersif qu'on va réaliser en partenariat avec l'Académie des mobilités actives. Et l'idée, c'est de vous faire réfléchir collectivement autour de la notion de plan de circulation favorable aux cyclistes. Donc, c'est un atelier qu'on a déjà réalisé en présentiel et on va faire une première. On va le dématérialiser pour vous sous forme de différents, voilà, avec différents dispositifs. Et on vous donne donc rendez-vous dans 15 jours. Le lien d'inscription vous sera fourni au plus tard demain dans la journée. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et bonne journée.